Voilà, de retour pour la deuxième partie, toujours sur la libre antenne, toujours avec Adrien Abosi et sur cette affaire Pétain qui n'arrête pas de faire couler. Évidemment, on répondra aux questions tout à l'heure, hein, parce qu'il y en a beaucoup des questions sur cette affaire. Avec grand plaisir. Parce que, voilà, donc tu nous as expliqué, c'est vrai, tout ce contexte, Pétain, l'armée d'Afrique, parce que c'est vrai que c'est un fait essentiel, puisque... C'est capital. C'est capital, hein, parce que même, là, quand même, on va le reciter, c'est Eisenhower. Donc on rappelle que Eisenhower, c'est le grand général américain, héros de la Seconde Guerre mondiale, etc., qui deviendra chef de l'OTAN puis président des États-Unis carrément. Donc voilà, c'est pas, on parle pas d'un conspi de base, hein, entre guillemets, qui explique clairement que cette armée originellement elle est constituée d'éléments qui ont été formés par et même Paxton le dit, quoi. Même Paxton crache le morceau, tu vois. Même Paxton, le roi, la référence absolue, quoi. Agent américain au demeurant. Agent américain qui est venu pourrir un peu l'histoire de la collaboration. Enfin, d'accord. Et ces gens-là donc affirment donc ce que tu as découvert, que finalement cette armée d'Afrique était complètement pétiniste. Mais de toute façon, si tu veux, moi c'est ça, hein, qui m'a fait basculer notamment aussi. Hein, c'est Louis-Dominique Girard dans son ouvrage Montoire vers non diplomatique qui a expliqué ça. Et effectivement, là, ça m'avait pas mal secoué, hein, quand j'ai appris cela. Mais qui le sait aujourd'hui? J'ai cette formule que je cite dans mon prochain bouquin, parce que j'ai un chapitre consacré à ça. Cette armée qui s'est battue, donc, je le répète, en Tunisie, en Italie, en France, en Allemagne et en Autriche, n'a pas répondu à l'appel d'une décision du général de Gaulle, elle a répondu aux ordres de l'amiral Darlan le 13 novembre 1942. Voilà. Et aussi, il y a un truc qui est intéressant, c'est que donc, tu sais que quand on a vaincu les Allemands en 1943 en Tunisie, ouais, il y a eu un défilé des forces militaires à Tunis. Et De Gaulle a interdit aux forces françaises libres de défiler avec l'armée d'Afrique, qui était encore trop pétiniste à ses yeux. Il l'a refusé. Et là, il y a des sources américaines, notamment Kenneth Pindar en parle, voilà. Et pire, De Gaulle a essayé d'organiser des désertions de cette armée d'Afrique. Et tu sais, j'avais rapporté ici le livre de Henri de Kérélis, De Gaulle dictateur. Ouais. Et en fait, pourquoi Kérélis, qui au début était gaulliste, a décroché avec le gaullisme? Parce qu'il a vu que De Gaulle faisait tout pour essayer de détruire cette armée d'Afrique. Voilà, tout simplement. Donc il faisait du sabotage, quoi. Exactement. Sabotage. Parce que De Gaulle, l'ennemi prioritaire de De Gaulle, ce n'était pas les Allemands. L'ennemi prioritaire de De Gaulle, c'était le maréchal Pétain. Il faut bien comprendre ça. C'était le maréchal Pétain. Les Allemands étaient pour De Gaulle un ennemi subsidiaire, si je puis dire. Et d'ailleurs, De Gaulle couvre d'insultes Pétain dans ses différents appels, mais il est avec Hitler, si vous voulez, il en parle, mais beaucoup moins, quoi. Beaucoup moins. Alors, si tu veux, j'aimerais vous présenter trois personnages. Ouais. Le premier, c'est un ministre de Pétain qui s'appelle Yves Boutillier. Extraordinaire intelligence, puissance intellectuelle, vraiment, ça fait physiquement du bien de lire ses ouvrages. Hauteur de vue, très beau style, profondeur. Ce qui est intéressant avec Yves Boutillier, c'est qu'il a été ministre de l'économie de Pétain de juin 40 à avril 42. Et il a été ensuite déporté par les Allemands fin 43. Donc il est quand même intéressant de se dire, mais pourquoi était-il considéré comme un ennemi de l'Allemagne alors qu'il était ministre de Pétain? Je t'ai évoqué tout à l'heure ce corset de fer. Ouais. Eh bien, Boutillier a toujours... En fait, son action a consisté à emmerder, pardon du terme, hein, mais à emmerder un maximum les Allemands pour desserrer ce corset de fer. Tu prends par exemple les fameux frais d'occupation. Boutillier a tout fait pour les faire diminuer. Il les a suspendus une première fois au mois de novembre 40. Ensuite, il y a eu l'affaire Laval le 13 décembre qui est dégagée, donc là on se dit il ne faut pas trop non plus déchauffer les Allemands, donc on a recommencé à payer. Pendant la période de négociation de mai 41, relative à la Syrie, les Allemands étaient prêts à lâcher beaucoup plus. Ils étaient prêts à descendre jusqu'à 140 millions, alors qu'on était à 400 par jour. Au final, comme on refuse d'appliquer les accords de Paris, eh ben ils se disent dans ces cas-là, on va rester à 400 millions comme on était avant. Et Boutillier, de façon unilatérale, va dire non, ça sera 300. Alors certes, c'est encore 300, mais de façon unilatérale, il a quand même fait diminuer les frais d'occupation. Je t'ai évoqué ce fameux traité au terme duquel le Trésor français devait payer de sa poche les exportations vers l'Allemagne. Eh bien, qu'a fait Boutillier? Il a créé un impôt extrêmement dissuasif pour les exportateurs français sur les exportations en Allemagne, pour empêcher les mecs d'exporter en Allemagne. Autre élément intéressant, il a créé Attends, je vais te prendre le terme exact. La direction des finances extérieures, je crois. Ouais, c'est ça. Il a créé la direction des finances extérieures, qui en fait
chapeautait toutes les transactions vers l'Allemagne. Et on ne pouvait pas faire de transactions avec l'Allemagne sans l'accord préalable de la direction des finances extérieures. Et tout ça a entravé et a en fait réduit à peau de chagrin les effets de ce fameux traité inique. Autre point qui est absolument capital, tu sais, c'est la colonisation économique de l'Allemagne qui essaie de prendre des parts de participation dans notre économie. Rappelle-toi, les Allemands avaient 400 millions de francs par jour au terme de l'armistice. Ils avaient donc une manne financière calculée par ce cher Yves Boutillier de 260 milliards. Donc avec ce magot, ils auraient pu coloniser l'économie française. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à le faire? Et pourquoi ils n'ont pu prendre des parts que dans des cas très précis? Parce que Boutillier a fait créer un service, enfin c'est un décret d'octobre 40 je crois, au terme duquel aucun entrepreneur français ne peut céder des parts à un investisseur étranger sans l'accord préalable du gouvernement. Tu vois? Et ça, petite parenthèse, c'est une loi qu'on devrait faire aujourd'hui, parce que quelle perte de souveraineté pour la France! Plus de 50% du CAC 40 est détenu par des fonds de pension anglo-américains. Tu sais, en Algérie, il y a une loi qu'on appelle, aujourd'hui, qui s'appelle le 51-49. C'est-à-dire qu'un investisseur étranger ne peut pas avoir plus de 49% des parts. C'est le cas de nombreux pays, il faut le dire. Oui. Tu sais, en Thaïlande, c'est pareil, machin, bien sûr. Tout un tas de pays, on se protège comme ça, même beaucoup de pays d'Afrique appliquent cette loi. Mais ils ont raison, mais ils ont absolument raison. C'est vital pour un pays, et c'est un crime que la liberté de circulation des capitaux est un crime. Je veux dire, s'il n'y a pas de contrôle d'échange, si on laisse n'importe qui s'emparer de nos trésors, c'est un crime contre la souveraineté de la France. Mais en tout cas, Boutillier, en créant cela, l'a empêché. Et il y a quelques cas seulement où il l'a accepté. Alors tout d'abord, il y a le cas des mines du Bor. En fait, les mines du Bor, c'était des mines en Yougoslavie, où en fait c'était des banquiers français qui avaient des parts dans ces mines-là. Göring les voulait, donc Laval a accepté, au temps de sa splendeur, avant d'être dégagé, donc vers le mois de novembre 40, de vendre les parts françaises à Göring c'était vraiment pour son plaisir personnel, quoi, hein. Et en fait, je crois qu'il avait des amis à lui aussi qui voulaient avoir ces mines, enfin voilà. Il y a ces fameuses mines du Bor. Ensuite, il y a 3 autres exemples. Il y en a 2 qui me viennent en tête, là. Le premier, c'est celui de l'industrie textile. On a accepté que les Allemands prennent des parts dans le textile. Pourquoi? Parce qu'en 1940, 700 000 Français travaillaient dans le textile. Et ces 700 000 Français, je reprends les chiffres car ils sont importants, ces 700 000 Français consommaient en matières premières pour le textile 540 000 tonnes de matières premières. Donc l'industrie textile française avait besoin de 540 000 tonnes de matières textiles. Mais à cause du blocus britannique et du contrôle des matières premières allemand, en France, nous n'avions plus que 25 000 tonnes. Ce qui voulait dire en somme que les 700 000 ouvriers français étaient au chômage. Donc les Allemands ont proposé aux Français ceci: on vous donne des matières premières synthétiques, parce que les Allemands étaient très forts là-dessus, et en échange, on prend des participations dans une société qui sera créée, qui s'appellera France Rayonne. Là, à ce moment-là, on a accepté. Tu vois. Alors, c'est une vraie question. Est-ce qu'il aurait mieux valu que les 700 000 ouvriers soient au chômage? C'est une vraie question. Aujourd'hui, on dit non, c'est scandaleux, il fallait rien céder à l'Allemagne. Quand on a la responsabilité de 700 000 familles françaises, peut-être que on est plus enclin à faire des conciliations. Et puis en plus, est-ce qu'on n'a pas aussi cette vision souvent un peu, j'ai envie de dire, presque... dogmatique. Oui, dogmatique, et puis... On ne prend pas en compte la réalité. Tu sais, du truc du... Oui, on va résister, mais remettons-nous dans le contexte. La France, elle est à genoux, clairement. Français, on n'est pas en mesure, en fait, de répondre à je vais te dire un truc, mon cher Tepa. Les Français, aujourd'hui, une racaille fout la mer dans un métro parisien, ils baissent tous les yeux. Merci. Donc, face à une armée nazie qui était pas détendre, hein, et puis le mec qui était leur tête était quand même un petit peu cinglé aussi, excuse-moi du peu, hein, bon, voilà, faut arrêter. Faut arrêter, voilà. Se fout de notre gueule. Hein. C'est un peu ça, c'est-à-dire, parce que ça me fait penser, tu sais, un peu comme les pauvres, excusez-moi, les Charlie, mais c'est comme ça qu'on les appelle, mais ceux qui étaient à la République, tu sais, avec même pas peur, puis il y a eu 3 pétards, tout le monde s'est mis la France résistante. Ouais, voilà, la France résistante. Et là, c'est un peu ça, genre, oui, mais non, on aurait dû résister. Oui, mais bon, résister, mais il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien. Exactement. Justement, c'était peut-être un peu malin de dire, bon... En fait, si tu veux, mais ça, c'est typique chez les gens de gauche. Les gens de gauche n'arrivent pas à intégrer la réalité. Et ils ont des schémas religieux, la réalité devient une religion pour eux, et ils n'arrivent plus à intégrer au final la réalité, j'allais dire réelle, si tu veux. Et il est évident que quand on a une armée qui n'est pas les tendres, ils sont pas les tendres, les nazis, qui nous occupe,
il fallait financer, faut pas être stupide, il fallait pas être stupide. Petite parenthèse, moi j'aurais aimé que nos ministres de l'économie successifs se battent contre Bruxelles, comme Yves Boutillier s'est battu contre l'emprise allemande. Je te cite encore un autre exemple, Bien sûr, vas-y. qui est celui d'une entreprise qui va se créer, qui s'appelle Francolor. En fait, Francolor, c'était des colorants, mais ils fabriquaient aussi du gaz et des explosifs, donc ça pouvait être potentiellement utile pour l'effort de guerre allemand. En fait, avant la guerre, il y avait déjà un consortium germano-français, ou franco-allemand, appelle ça. Oui, alors on parle Annie Lacroix. Mais Annie Lacroix, tu sais que c'est un peu comme Guillemin. Heureusement que Bonomini est passé avant, hein. Soit dit en passant. Bon. Bref, parce que Bonomini, on parle beaucoup de ça aussi. Et donc, en fait, là, les Allemands ont dit, bah écoutez, il y a ce consortium qui existe, nous, on va prendre 51% du nouveau consortium. Les Français ont dit, ok, on vous laisse prendre 51%, mais le PDG, il est français, et il y a autant d'administrateurs français qu'allemands. Ça aura permis, mine de rien, de faire que aucun gaz explosif de combat ne soit produit pour le Reich. Voilà, donc là, c'était le dernier exemple que j'ai. Oui, deux choses encore importantes sur Boutillier, si tu me le permets. Il faut bien comprendre une chose, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, au motif que le nazisme est désigné du doigt par le système comme étant la pire des abominations, par rejet du système, ces gens-là se mettent à valider le nazisme. Soyons très clairs, le nazisme, c'est une alter-lumière, si je puis dire. C'est un régime de lumière, issu je veux dire, qui est fondé sur la libre pensée et la philosophie de lumière, de la même manière que le communisme. Le nazisme n'a pas remis au centre de la société ce fameux ordre naturel dont je te parle. Ils n'ont pas mis la croix du Christ au centre de la société. Non. Donc ce n'est pas parce que le mondialisme anglo-saxon est une saloperie qu'il faut valider le national-socialisme. Soyons très clairs là-dessus. Et l'homme qui était le plus proche de la vérité, à cette époque-là, c'était Pétain. Parce que lui, il avait renoué avec ce fameux ordre naturel. Et je vais te démontrer cette haine du nazisme pour le catholicisme. Et d'ailleurs, plus largement pour le christianisme, parce qu'en Allemagne, les pasteurs protestants aussi se sont fait persécuter. Les Allemands avaient besoin de cuivre. Et tu sais que dans tous les villages français, il y a des églises. Et les cloches françaises sont, pour une large partie d'entre elles, faites en cuivre. Et donc les Allemands voulaient, ont demandé au gouvernement français, avec beaucoup de guillemets, ont demandé à ce que les cloches leur soient livrées. Les cloches des églises françaises leur soient livrées. Et là, Pétain a dit non, tout simplement. Darlan a dit, on veut bien, mais à chaque fois que vous prenez une cloche dans un village, tous les prisonniers qui viennent de ce village doivent être libérés. Tu vois. Et Pétain a mis le veto, et évidemment, Pétain a sauvé les cloches de nos églises. Hein. Donc c'est quand même un truc qu'il faut mettre à son crédit. Dernier truc assez important, l'aviation. Le régime de Vichy a refait une aviation pour l'armée d'armistice et l'armée d'Afrique. Comment ça se fait ? La convention d'armistice avait interdit la production aéronautique. Mais on a fait une négo. On a dit, ok, on laisse les entrepreneurs de l'aéronautique de la zone nord bosser pour vous, mais en échange, la zone sud, elle tourne pour nous. Et c'est comme ça qu'on a refait des avions. Il y avait un deal qui était pour 4 avions allemands, pour 5 avions allemands, il y a un avion français qui est créé. Mais le gouvernement français ne va pas en rester là. Il va tout faire pour empêcher les entrepreneurs du Nord, qui de toute façon, avec ou sans gouvernement, auraient bossé pour le Reich. Ils ont dit, écoutez, donc ça c'était le deal officiel, hein, donc le Nord tourne pour les nazis et le Sud tourne pour nous, mais ils vont tout faire pour emmerder les entrepreneurs du Nord. Première chose, ils vont organiser une carence du crédit, et ils vont empêcher les banques françaises de prêter l'argent nécessaire, de prêter les capitaux nécessaires à la création pour les industriels du Nord. Au point que les Allemands vont être obligés de créer une banque sur place qui s'appellera l'Aérobank. Tu vois, tout à fait. Là. C'est très intéressant. Et attends, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est-à-dire que le gouvernement va donner des instructions aux industriels de ralentir leur production. Et il y a un industriel qui va pas respecter cette consigne qui s'appelle De Voitine. Je croyais que tu allais me dire Dassault. Non. De Voitine. Et De Voitine, qu'est-ce qu'il fera De Voitine, il va se faire arrêter par le général Bergeret, qui était le ministre de Pétain de l'aviation, tu vois. Est-ce qu'on le sait ça ? Mais qu'est-ce qui reste de la doxa quand on sait ça ? Et tu sais, au début, le deal c'était 5 pour 1. Au final, quand on prend les chiffres, c'était du 3 pour 1. Et là, les Allemands ont compris qu'ils s'étaient fait avoir, parce qu'en fait, les Allemands, eux, ce qu'ils voulaient, c'était apporter les moyens de production français en Allemagne. Hein. Ils ont compris qu'ils s'étaient fait avoir, et ils ont dit aux Français, on arrête. Maintenant, fin 42, ils ont dit on arrête, parce que là, on se fait avoir, quoi.
Donc tu vois, c'est dire. Et donc on a recréé cette aviation. Sachant que, aussi je dois le préciser, les Allemands se disaient on vous laisse faire ça, mais en fait il y avait toute une série d'interdictions qui devaient empêcher que cette aviation soit... atterrisse dans les mains de la France. Non, c'est pas ça, si tu veux, ils nous laissaient faire les avions, mais il y avait des interdictions diverses et variées qui, au final, nous empêchaient de les utiliser. Mais le gouvernement de Vichy a pris plein de mesures clandestines pour pouvoir relancer cette aviation. On a créé des bases, enfin tu sais, des zones d'atterrissage, on a créé des écoles clandestines d'aviation, etc. Tu vois. Ça, on n'en parle jamais, la résurrection de l'aviation française, mais c'est un sujet absolument capital. Et encore une fois, je regrette, j'aurais dû venir avec la déposition du général Bergeret au procès Pétain. Tu lis ça, tu te dis mais comment ils ont pu condamner Pétain, les mecs, quoi. Les mecs qui sont objectivement de mauvaise foi. Donc voilà, j'en ai fini avec ce cher Yves Boutillier et qui va payer... il va payer de sa résistance, il faut le dire, il va être déporté en Allemagne fin 43. Fin 43, c'est quoi, les Allemands, ils en pourront plus, lui, il nous a trop savonné la planche. Exactement. Et si tu veux, il faut lire ses mémoires, en plus c'est avec des chiffres en béton armé, c'est vraiment une très grande intelligence. Petite parenthèse, je me rappelle une vidéo de Annie Lacroix-Ries dans laquelle elle disait « Mais regardez, la France, c'est le pays qui a le plus contribué à l'effort de guerre allemand, notamment via les frais d'occupation. Oui. » Et elle dit c'est le pays qui a le plus fourni de frais d'occupation. Bah oui, effectivement, tu compares à la Belgique et à la Hollande, la France est 10 fois plus peuplée, effectivement on va fournir plus. Mais, passe-moi cette expression par tête de pipe, c'est la France qui a versé le moins. Attends, j'essaie de voir si je retrouve le passage des mémoires de Boutillier où il évoque ça. Où est-ce que c'est Attends, je le reprends. Ouais. Il t'évoque ça, donc ça c'est une petite dédicace à Annie Lacroix-Ries. Le voilà. Faire plaisir, oui. Exprimé en milliards de marques, afin d'être comparables entre eux, les 5 chiffres de prélèvement allemand pour les 5 pays occupés de l'Est sont en nombre arrondi. Pour la France, 40, pour la Belgique, 10,5, pour le Danemark, 4, pour la Norvège, 12, pour les Pays-Bas, 26,5. Ainsi, le chiffre français de 1000 marques par tête, donc 40 milliards de marques pour 40 millions d'habitants, est porté à 1100 marques pour le Danemark, 1400 marques pour la Belgique, 4000 marques pour le Pays-Bas, 4000 marques pour la Norvège. Voilà. Donc France 1000. C'est-à-dire en fait, on a l'impression que la France avait ce beaucoup parce qu'on est très nombreux. Un chiffre global. En fait, quand on ramène ça en fait au nombre d'habitants, finalement, les autres versent beaucoup plus. Exactement. Donc tu vois, donc France c'est 1000, Belgique, c'est bien Belgique, c'est ça. France 1000, Danemark 1100, Belgique 1400, Pays-Bas 4000. 4000 et Norvège 4400. Voilà. Donc petite dédicace à Annie Lacroix-Ries. Voilà. Alors je présente encore 2 petits bonhommes et après on pourra enchaîner avec les questions. Ouais. Premier bonhomme, Paul Dingler, le chef de la résistance alsacienne, financé par Pétain dès le début et jusqu'au bout. Alors Paul Dingler, il est très important aussi parce qu'il avait des contacts avec la résistance allemande. Et notamment, tu sais, les services de Canaris qui était le chef des services secrets allemands qui finira pendu, Hitler va le faire pendre. Et Paul Dingler, fin novembre 1940, un Allemand vient le voir, ce qu'on appelle le Front Noir. Le Front Noir, c'était des officiers allemands qui étaient en front contre le nazisme. C'est eux qui feront tenter d'assassiner Hitler. Oui, tout à fait, ouais. Ça vient de ça. Et ben on va reparler avec Gabriel Jeantet, ça t'inquiète pas. Il va lui annoncer que les Allemands vont attaquer la Russie. Avant tout le monde, donc tu vois, fin novembre, il lui dit les Allemands vont attaquer la Russie. Et Dingler va faire un rapport là-dessus, il va l'envoyer à Pétain, et Pétain va transmettre ce rapport à l'amiral Leahy, le fameux ambassadeur américain en Allemagne. Donc Pétain va soutenir Dingler pendant toute la guerre. Ce livre-là résume la vie de Dingler. Qui l'a écrit? C'est le fils du chef d'état-major de la 7e colonne. 7e colonne, c'était ce fameux principal groupe de résistance alsacienne, donc Jean Hesbar, qui d'ailleurs était le directeur d'une banque française après la guerre. Mais Paul Dingler avait lui aussi écrit ses mémoires, et il raconte tout ça. Il dit j'étais dans le bureau du maréchal, on s'est pris dans les bras, il m'a filé du pognon, etc. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Et Dingler d'ailleurs va se faire arrêter en 42, et Pétain va le faire libérer. Il va le faire libérer. Mais surtout, il faut articuler l'activité de Paul Dingler avec celle d'un autre homme que j'aime beaucoup, qui est Gabriel Jeantet, qui a écrit ce livre absolument fabuleux, Pétain contre Hitler. Pétain contre Hitler. Déjà, le titre Pétain contre Hitler. Ah, mais le titre, il tue. Mais alors, tu vas comprendre. Jeantet, d'ailleurs, c'est lui qui a mis en contact Dingler et Pétain. Alors, qui est Gabriel Jeantet, tout d'abord? Gabriel Jeantet, c'était un ancien... il est passé par Action française, c'était un ancien cagoulard, et en gros, il a été plus ou moins trafiquant d'armes pour la cagoule.
La République, quand même, avait un œil sur lui. Il se tire en Italie vers 38, je crois. Quand la guerre est déclarée, il retourne en France, il fait la guerre, et après l'armistice, il se retrouve chargé de mission au cabinet Pétain. Donc nous nous trouvons à ce moment-là, je remonte un peu le temps, et nous arrivons au mois de juillet 1943. Pétain convoque Paul Dingler, le chef de la résistance alsacienne, dans son bureau. Il a entendu dire, par notamment des membres de l'ORA, que Dingler voulait aller à Alger pour voir Giraud, afin qu'on discute de l'armement du maquis en Alsace. Et donc, Pétain convoque Dingler, et il lui dit, moi j'ai appris que vous alliez partir à Alger, et Dingler lui dit, oui effectivement, je vais me faire parachuter bientôt à Alger. Il dit, bah écoutez, j'ai une mission pour vous. Et quelle est cette mission que Pétain va donner à Hitler? On va dire la plus révélateur. Allez. À Dingler, elle est très simple. Rappelle-toi, je t'ai dit que cette armée d'Afrique était très, très pétainiste. Et le 14 mars 1943, Giraud a répudié Vichy. Ouais. Là, il y a des officiers qui vont avoir des cas de conscience. Et donc, Pétain va dire à Dingler, écoutez, vous allez voir Giraud et De Gaulle, et vous leur faites savoir que je reporte le serment de fidélité que les gens de l'armée d'Afrique m'avaient fait, je les reporte sur eux. Je reporte le serment d'Afrique pour que, une fois que ce serment sera reporté sur leur personne, il n'y aura plus de cas de conscience, et on pourra mieux se battre, etc. Donc Dingler dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais faire ça. Et, autre chose, il dit, vous direz à Giraud et à De Gaulle que je leur donne rendez-vous à la Libération en dessous de l'Arc de Triomphe. Ça aurait été magnifique hein, comme image. Hein. Tu imagines, ça aurait été absolument magnifique. Donc, double mission qui est donnée à Dingler. Donc à ce moment-là, Paul Dingler va être parachuté à Alger. Le temps avance et nous arrivons au mois de décembre. Et le 18 décembre 1943, arrive à Vichy un homme, le colonel Pététin, qui est un ancien membre du deuxième bureau. Le deuxième bureau, en gros, c'est les services secrets de l'armée. Pététin vient voir Gabriel Jeantet, chargé de mission au cabinet Pétain. Gabriel Jeantet, d'ailleurs, avait des liens avec la résistance, hein, je précise, et avec des maquis. Donc tu vois, les choses sont compliquées, hein. C'est pas noir-blanc. Hein. Donc, ce cher Gabriel Jeantet a rendez-vous avec Pététin, et Pététin lui dit qu'à Nice, un industriel français qui s'appelle Fauquemberg est en contact avec des membres du Front Noir. Tu sais, ces résistants allemands. Les fameux résistants allemands qui se tentent de renverser Hitler. Et il lui dit, ils veulent renverser Hitler. Leur objectif à eux, c'est donc, on renverse Hitler, et en contrepartie, on fait une armistice avec les forces anglo-saxonnes à l'ouest, et nous, on peut continuer à se battre tranquillement contre les Russes, et on met 100% de nos forces contre les Russes. C'est ça l'idée. Quitte à désoccuper la France. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, on s'en va, mais de toute l'Europe de l'Ouest. Voilà. C'est ça l'idée de base. Donc Jeantet en parle à Pétain. Pétain dit, attendez, c'est peut-être un piège qu'on nous tend. Donc je vous envoie, vous y allez, et écoutez, vous me faites un rapport. Donc Jeantet descend avec Pététin, il rencontre Fauquemberg, il rencontre des membres du Front Noir qui sont là, notamment, je crois, Buchholz. De mémoire, je crois qu'il s'appelle Buchholz. Donc effectivement, là, Jeantet voit que c'est du sérieux. Jeantet remonte à Vichy, il en parle à Pétain. Et là, Pétain dit, ah ouais, là, ça commence à être assez intéressant. Et en fait, les Allemands ont sollicité Pétain pour qu'il serve d'intermédiaire avec les forces américaines. Ouais. Donc Pétain dit, écoutez, on va continuer à creuser cette piste-là, faites tout pour que les choses avancent en ce sens. Donc Jeantet va redescendre dans la région de Nice pour le réveillon, pour le Nouvel An, pardon. Il va fêter le Nouvel An avec les Allemands, là. Et d'ailleurs, comme tu le vois là derrière, le soldat allemand dit à Jeantet pour trinquer à l'honneur de votre grand maréchal, et lui, il lui répond à la mort d'Hitler. Et pourquoi il lui dit ça? Parce que là, les Allemands lui ont dit que finalement, ça va être encore plus sérieux que ce qu'on croit, c'est que si on n'arrive pas à destituer Hitler, on va le faire assassiner. On va faire un attentat, etc. Donc, Jeantet remonte à Vichy, et il dit à Pétain, voilà, ils sont prêts à buter Hitler, et à ce moment-là, on aura besoin de vous pour faire un traité, vous serez l'intermédiaire pour faire ce traité entre les Allemands et les Américains. Donc Pétain est très intéressé, mais il dit par contre, dites-leur de se dépêcher. Parce que moi, je n'ai pas envie que la France ait soit de nouveau un champ de bataille, etc. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Dingler revient d'Alger. Et à Alger,
Dingler a été contacté par les Américains. Pourquoi ? Rappelle-toi le fameux rapport qu'il avait donné à Pétain, qui l'informait du fait que... Voilà. Donc, Dingler est crédible. Et on sait que Dingler a des contacts avec la résistance allemande. Et les Américains disent, trouvez-nous des contacts avec la résistance allemande. Parce que tu te mets à leur place, s'ils peuvent éviter un petit débarquement, ma foi, bon, ils s'en passent... Enfin, si on peut l'éviter, on l'évite. Genre d'éliminer Hitler. Voilà, ça sera un peu plus pratique. Et donc Dingler revient voir Pétain quand il revient en France. Et là, il y a Jeantet qui dit, c'est extraordinaire. Nous aussi, on est en contact avec des gens de la résistance allemande, ils ont une requête qui est strictement analogue, etc. Donc, Jeantet, avec Dingler, va retourner dans un premier temps dans cette région de Nice pour discuter avec les officiers allemands. Et là, les officiers allemands, ils se disent, ah ouais, là, ça commence à vraiment bien avancer, on a des mecs avec nous, on a les Américains en plus, ils sont dans la même disposition d'esprit que nous, formidable. Jeantet et Dingler remontent. Quelques jours après, ils redescendent à Nice. Et à ce moment-là, la Gestapo a démantelé, si tu veux, le réseau, et ils vont faire arrêter Dingler. Jeantet, pour l'instant, va s'en sortir. Jeantet, dans un premier temps, va s'en sortir. Il va dire qu'il ne savait pas trop, etc. Moi, on m'a dit de venir, donc je suis venu. Voilà. Mais finalement, Jeantet va se faire arrêter par la milice qui va le livrer à la Gestapo. Et Jeantet va être déporté au camp d'Eisenberg. Mais alors, voilà, justement, je me permets de te couper quand tu dis ça. Il se fait arrêter par la milice, mais la milice, elle est sur les ordres de qui? En fait, c'est le bordel. C'est un peu... Alors, ce livre est très intéressant parce qu'il en parle de ça. Il y a notamment un collaborateur de Pétain qui s'appelle Yvan. Je crois qu'il bosse à la communication, à la formation. Eh bien, la milice fait arrêter Yvan, et c'est Pétain qui est obligé d'intervenir pour... c'est une scène bouleversante qui est racontée par Gabriel Jeantet. Je me rappelle très bien la scène où Jeantet lui dit, Maréchal, en fait c'est la fin de la journée, et il dit, c'est Jeantet qui va le voir, et il dit, Maréchal, si vous partez maintenant, on ne reverra pas Yvan. On ne reverra pas Yvan. Et donc, Pétain donne des ordres pour que Yvan soit libéré, et en fait, pour bien montrer qu'il est indisposé, Pétain va rester debout dans le couloir. Alors que le mec, il a 87 ans. Hein. Et il reste debout dans le couloir tant que le mec n'est pas libéré. Tu vois l'idée ? Et donc, Jeantet va se faire arrêter par la milice qui va le livrer à la Gestapo. Tu sais que Pétain était aidé par son docteur, Bernard Ménétrel, qui lui aussi avait des liens avec la résistance en partie, notamment le colonel Groussard. Et quand Jeantet est arrêté, on envoie un code secret à Jeantet pour lui dire que Pétain va intervenir pour lui. Mais même ça n'a pas réussi, si tu veux. Et Jeantet est déporté en Tchécoslovaquie, je crois, au camp d'Eisenberg. Et Jeantet avait des collaborateurs, Pierre Darbieux et Philippe Delbé. Et bien ces deux collaborateurs vont être eux aussi déportés à Ravensbrück, dans un premier temps. L'un va être... attendez, je crois que j'ai le nom des camps où ils ont été déportés. Alors, attends, un petit instant. Il y en a un qui va être déporté au camp de Helrich et qui va y mourir, et l'autre, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, ils vont mourir en déportation. Mais ce sont des collabos, puisque bien entendu, ils étaient autour de dans le gouvernement de Vichy. Mais tu vois, quand on connaît tout ça, que reste-t-il de la doxa ? Il faut lire ce livre, Pétain contre Hitler, qui est génial. Et là, tu vois ce que c'est qu'un serviteur de la France. Parce que ce qui est touchant dans ce livre de Gabriel Jeantet, Pétain contre Hitler, c'est déjà l'amour inconditionnel et la vénération qu'il a pour Pétain, mais à travers Pétain, cet amour qu'il a pour la France. Et ce qui est beau chez ces mecs-là, c'est que c'est des mecs qui ont du pognon, c'est des mecs qui ont des femmes, qui ont des enfants, et qui risquent tout. Alors, ils risquent tout. Moi, j'ai une question. Voilà, on a bien expliqué cette affaire Pétain, mais du point de vue de ceux qui ont vécu la chose, on va dire vraiment, tu vois, les gens qui ont vécu ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu ce procès Pétain, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une vague de soulèvement, on va dire, ou de serait-ce que de marque d'affection envers Pétain? C'était interdit déjà à l'époque. Parce qu'il y a eu l'épuration. Il y a eu l'épuration. Et rappelle-toi l'épuration, entre 10 et 100 000 morts. À l'époque, le ministère de l'Intérieur disait que c'était 100 000, aujourd'hui on nous dit que c'est 10 000. Tiens, comme par hasard. Des exécutions sommaires, et en plus de ça... Il y avait une terreur, donc... Mais il y avait un régime de terreur. Il y a près d'1 million de personnes qui ont été mises en tôle. Et les anciens camps d'internement nazis
ont servi pour mettre des opposants politiques. À Drancy, on a mis des opposants politiques. Il y a eu un régime de terreur et les gens, on leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils ferment leur gueule. D'accord, parce que tu comprends, parce que c'est logique ce que je dis, tu comprends, s'il avait ce soutien, à un moment donné, après la guerre, les gens se disent, mais attendez, mais non, laissez-le tranquille, nous, bon, voilà, que ce que t'expliques, il a fait ce qu'il a pu, en gros. Il y avait un régime de terreur. Ah ben oui, c'est ça, donc c'est il y a eu une révolution en 1944, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en 1944 si on ne comprend pas qu'il y a eu une révolution. Pétain avait restauré l'ordre naturel, De Gaulle, en restaurant la République, restaure les Lumières et la libre pensée. Ça, c'est vraiment capital à comprendre. Je peux me permettre de dire un petit mot. Ce mot du marquis, ce petit livre du marquis de la Franquerie, La consécration du genre humain et celle de la France au cœur immaculé de Marie. J'en parle souvent. Pétain a consacré la France au cœur immaculé de la Vierge. Il l'a fait à 2 reprises, de façon officieuse une première fois, sous l'influence du marquis de la Franquerie, le 22 novembre 1940. Ensuite, il voulait le faire en communion, si je puis dire, avec Pie XII. Et le marquis de la Franquerie a essayé d'aller voir Pie XII pour lui demander de consacrer donc, tout le genre humain au cœur immaculé de la Vierge. Le marquis de la Franquerie n'avait pas accès à la frontière italienne, c'est-à-dire que tu vois, les frontières étaient contrôlées. En revanche, 2 pères bénédictins, le père Garrigou-Lagrange et le père Labouret, eux, avaient leurs entrées à Rome. Donc, le père Labouret, en février 41, je crois, et le père Garrigou-Lagrange, en octobre 42, vont demander à Pie XII de consacrer le genre humain à Marie. Donc, Pie XII va le faire. Le marquis de la Franquerie, lui d'ailleurs, à partir du moment où il le fait, les forces de l'Axe commencent à reculer. Et, c'est vrai, bataille de Almanheim, Stalingrad, etc. Et donc, ensuite, le message qui est dit, c'est que, écoutez, maintenant, si Pétain veut le faire publiquement en France, la consécration de la France au cœur immaculé de la Vierge, il peut le faire. Mais c'est les hommes d'église français qui sont un petit peu réticents, tu vois. Et le cardinal Suard, au début 43, va aller voir Pie XII, et puis lui dit, mais attendez, je comprends pas, pourquoi vous l'avez pas fait, là, pour l'instant, la consécration, je suis très surpris. Pie XII avait de l'autorité, il n'a pas besoin de dire, je te tords le poignet, je te mets un coup de pression, non, il n'a pas besoin de ça. Et donc le cardinal Suard comprend le message qu'on lui envoie, et là, on va faire une cérémonie officielle pour consacrer la France au cœur immaculé de la Vierge, à la cathédrale de Vichy. Mais les cardinaux français ne veulent pas que Pétain vienne, dans un premier temps. Et c'est Pétain qui va s'imposer pour venir faire cette consécration. Ensuite, c'est encore plus loin, début 44, toujours le marquis de la Franquerie et un ancien ministre de Pétain, Jacques Chevalier, vont lui demander de consacrer la France au Sacré-Cœur cette fois-ci. Et Pétain, dans un premier temps, refuse. Pourquoi ? Sa réponse est la suivante, je ne suis pas roi de France. Finalement, Pétain va accepter de consacrer la France au Sacré-Cœur, et ce sont les hommes d'église qui vont refuser. C'est quand même bizarre, parce que normalement c'est l'équivalent de la Coupe du Monde, pas un joueur de foot, hein, de consacrer ton pays au cœur immaculé de la Vierge et au Sacré-Cœur. Ça a annoncé certaines choses, je reste poli. Donc voilà, je t'ai présenté des petits personnages. Ah oui, alors, on part toujours de la question juive. Sur la question juive... Oui. Ah bah ça, j'ai envie de dire, c'est le gros dossier noir dans ce régime. Bah exactement, mais sachant que Pierre Laval est sans doute l'homme qui a sauvé le plus de juifs à l'époque. On ne peut pas comprendre la question juive si on ne comprend pas la doctrine qui a présidé au statut des juifs. Vraiment, sur la question juive, je renvoie à ce livre de Alain Michel. Alain Michel, rabbin israélien. Donc là, les mecs, on peut pas dire que c'est un nostalgique du Troisième Reich ou de je sais pas quoi. Hein. Alain Michel, historien, rabbin israélien, d'origine française, a fait ce livre, Vichy et la Shoah. Et sa conclusion, c'est que Vichy a été le facteur numéro 1 pour la sauvegarde des juifs français et étrangers. Alors là, il y a plusieurs choses à dire. Bon, j'ai déjà fait une mise au point ici sur le statut des Juifs. Oui. Pourquoi, à la base, on met en place le statut des Juifs ? Certes, les Allemands ne nous disent pas de le faire. Si tu veux, c'était pour faire une loi écran, une loi pour éviter que les Allemands nous s'ingèrent et gèrent eux-mêmes le problème, si tu veux. À la base, c'est ça. Ensuite, une fois que les choses sont lancées, c'est Xavier Vallat qui a donné le ton au statut des Juifs. Quelle était sa doctrine à Xavier Vallat ? C'était saint Thomas d'Aquin. Et sa doctrine était la suivante. En tant que catholique, Xavier Vallat me dit, moi en tant que catholique, je veux que le judaïsme ait une influence sociale minimum, mais je m'oppose à toute oppression physique contre eux. Donc Xavier Vallat, certes, va faire le statut des Juifs, qui est en fait une série d'interdictions professionnelles, puis ensuite il y aura ce qu'on appelle l'arianisation.
J'ai pas le temps de développer tout ça, mais l'arénisation, là aussi, Vichy a limité la casse. Et pour ceux qui veulent des détails, lisez ce petit bouquin. Il est très facile d'accès en plus. Hein. Il est vraiment très facile d'accès. Il est vachement bien. Vichy et la Shoah, enquête sur le paradoxe français d'Alain Michel. Il est pas complet à 100%. Il manque des petits trucs, notamment sur Xavier Vallat. Mais c'est une bonne entrée en matière. Que tu disais-je ? Donc Xavier Vallat, doctrine de saint Thomas d'Aquin. Donc je m'oppose à l'influence sociale. Mais tu vois, si ça avait été les musulmans, il aurait eu la même logique. C'est-à-dire qu'en tant que catholique, j'estime que c'est mon logiciel à moi qui doit dominer. Mais il s'oppose à l'oppression des juifs. Et ce cher Xavier Vallat qui aujourd'hui se fait cracher dessus, tu sais que Xavier Vallat c'était un invalide de guerre, il avait perdu un œil, il avait perdu un morceau de sa jambe. Eh bien ce cher Xavier Vallat est peut-être parmi les hommes qui a sauvé le plus de juifs. Et oui, la doxa va en prendre un coup. À son procès, là les historiens devaient creuser ce point-là. Alors avant de parler de son procès, Léon Poliakov, premier historien de la Shoah, nous dit que la rafle du Veldiv aurait dû faire 22 000 victimes. Or, il n'y en a eu que 15 000, je crois, entre 12 et 15 000. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu des fuites de l'administration. Et d'où viennent les fuites ? Eh bien, au procès de Xavier Vallat, l'un des chefs de la communauté juive d'Île-de-France, M. Nora, j'ai oublié son prénom, c'est le père d'un historien qui s'appelle Simon Nora, je crois, va témoigner. Et il dit que c'est Xavier Vallat qui a averti les communautés juives d'Île-de-France qu'il allait avoir une rafle dans les jours ou semaines à venir et qu'il valait mieux qu'il se tire. Donc tu te rends compte de ce que ça veut dire. Ce personnage-là qu'on a diabolisé fait sans doute partie des gens qui ont sauvé le plus de vies humaines sur ce dossier-là. Autre point sur Xavier Vallat que je peux raconter, tu sais que Vichy a fait le recensement des juifs. Oui. Mais Xavier Vallat a refusé qu'on applique ce recensement en zone nord. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà un recensement qui avait été fait par les Allemands, et il s'est dit, si des Juifs répondent à ce recensement, mais qui n'avaient pas répondu au recensement des Allemands, ils vont se faire sanctionner, et donc, moi je ne peux pas leur imposer ça, donc je ne le fais pas. Et d'ailleurs, ce recensement, il a servi strictement à rien, en passant. Il était fait pour faire plaisir aux Allemands, pour leur donner un petit os à ronger, mais il n'a servi strictement à rien. Aussi, point très important, on évoque surtout le fait, quand on évoque toutes ces questions, que les rafles ont été faites par la police française. Ah oui, très ça, important ce point. Ça, on le jette à la figure suffisamment souvent. Ça. Mais pourquoi, Charles ? Parce que, et ça, Alain Michel l'explique très bien, je l'avais dit à Christian Van Dest, il avait mal réagi quand je l'avais dit, mais c'est que la convention de La Haye, au terme de la convention de La Haye, la police et l'administration est au service de la puissance occupante. Donc c'était de fait les normes internationales qui faisaient cela. Il y a eu deux rafles notamment dont on parle très peu, celle de mai 41 et celle d'août 41. Ces deux rafles ont été faites par la police française, mais Vichy n'a pas été consulté pour ça. Ah, c'est pas lui qui a donné. Non, c'est la police qui a été réquisitionnée par les Allemands. C'est la puissance occupante allemande qui dit aux flics de France, enfin de zone nord, maintenant arrêtez ces mecs-là comme ci, comme ça, tout simplement. Ensuite, effectivement, à la rafle du Veldiv, la Vichy est arrivée, mais c'était pourquoi ? C'était pour interdire aux Allemands de déporter les Juifs français. Et jusqu'au bout, le régime de Vichy a évité la déportation des Juifs français. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que 95% des Juifs français n'ont pas été déportés. Voilà. Donc ça, c'est absolument incontestable. Et puis en ce qui concerne les Juifs étrangers, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est triste, c'est une tragédie pour les familles qui ont été victimes de cela. Oui, parce que beaucoup de Juifs, il faut préciser, se sont réfugiés en France entre les deux guerres. Tout à fait. Dans l'entre-deux-guerres. Alors il y a plusieurs choses à dire sur les Juifs étrangers. Première chose, c'est que Vichy, et ça Alain Michel nous le dit bien, a proposé que les Juifs étrangers, il a proposé à tous les gouvernements d'Amérique, y compris les États-Unis, il leur a proposé d'accueillir les Juifs étrangers donc d'Allemagne et d'Europe de l'Est qui s'étaient réfugiés en France. Eh bien, tous ces pays ont refusé. Mais si ces pays avaient accepté, eh bien, ceux qui sont partis en déportation et qui sont morts, eh bien, ils seraient encore en vie s'ils avaient été accueillis par ces pays-là. Donc c'est très facile d'accuser la France qui est dans la merde, alors que ces pays-là qui ne l'étaient pas auraient pu sauver ces vies-là, et ils ne l'ont pas fait. Et ça, Alain Michel le rappelle très bien. Et d'ailleurs, il en profite pour faire, dans un interview, Alain Michel fait un petit pied de nez à Paxton, parce que Paxton donc blâme Vichy de ne pas avoir sauvé les Juifs étrangers. Mais Alain Michel lui dit, mais vous savez, si votre pays les avait acceptés, ils seraient peut-être encore en vie. Ensuite, autre point qui est très important, le fameux UGIF, tu sais, qui a été créé sous pression allemande en novembre 1941. Il y avait en fait deux UGIF, il y avait l'UGIF Nord, qui était globalement affilié aux Allemands, et l'UGIF Sud. L'UGIF Sud, en fait, c'est quoi ? C'est une réunion des associations juives de l'époque,
sous un seul sigle. Mais Xavier Vallat, ce fameux Xavier Vallat, a accepté que le GIF en fait Sud ne soit qu'une couverture et que les anciennes associations juives continuent leur activité. Mais ces associations juives, elles sont venues au secours des juifs français et étrangers. Et donc, nous dit Alain Michel, Xavier Vallat, en acceptant que le GIF Sud soit une sorte de couverture pour ces associations, et bien là aussi, encore une fois, il a permis de sauver des vies. Voilà. Donc j'ai pas le temps de tout développer sur la question juive, il y a tellement à dire sur ce dossier-là. C'est un peu plus complexe que ce qu'on se croit aussi. Ah non mais sur la question, je veux dire, sur ce dossier-là, on raconte n'importe quoi. Ah bah. Mais n'importe quoi. C'est précisé comme si, si on se mentionne l'histoire officielle, Pétain, il a. On dit même qu'il a collaboré sans qu'on lui demande sur cette affaire de juifs. On dit en gros, je te dis même ce qu'on entend. Bien sûr, la France a livré même les enfants, c'était pas demandé par Hitler. Non mais c'est vraiment méchant quoi. Tu vois, Pierre Laval, les enfants. Oui. Moi je connais pas par cœur toute l'histoire de l'Europe de cette période-là. Moi je pense que si tu te focalises sur la question de la déportation, Pierre Laval est probablement l'homme qui a empêché le plus de déportations. Petite parenthèse. Là, je me mets à la place du système. Le système nous dit la rafle du Veldiv et les déportations sont des choses infâmes. Et c'est vrai. C'est vrai que déporter des gens pour les envoyer la plupart du temps à la mort, c'est horrible. Mais si c'est infâme, il faut rendre grâce à Laval d'avoir empêché une nouvelle rafle en octobre 42. Et si c'est horrible, il faut rendre grâce à Pétain d'avoir empêché une rafle en août 43. Pourquoi et comment ? Rappelle-toi, les Français, le gouvernement de Vichy, petite parenthèse aussi, le gouvernement de Vichy a toujours refusé qu'on porte l'étoile jaune, mais ça on ne le dit pas. En zone libre, en zone sud, l'étoile jaune n'a jamais été portée. Laval, Darlan et Pétain s'y sont toujours opposés. Mais là, que voulais-je te dire ? Les Allemands ont bien compris que Vichy ne voulait pas qu'on déporte des Français. Donc, ils ont dit, écoutez, pas de problème, mais dans ces cas-là, vous nous préparez une loi de dénaturalisation. Comme ça, une fois que les mecs sont dénaturalisés, nous, on pourra les rafler. Donc ils font oui, vous inquiétez pas, on va le faire. Et quand arrive le mois d'août 1943, et que le projet de dénaturalisation est prêt, et que les Allemands sont sur les starting blocks, ils sont prêts à rafler, eh bien Pétain refuse de signer la loi. Il ne fait pas signer la loi, et les Juifs qui devaient être dénaturalisés restent français. Mais qui le sait ça aujourd'hui ? Personne. Écoutez, lisez ce bouquin d'Alain Michel, Vichy et la Shoah, enquête sur le paradoxe français. C'est un très bon... Encore une fois, sur Xavier Vallat, il n'est pas complet à 100%, mais il y a quand même les grandes lignes de tout ce que Vichy a fait pour sauver des vies. Alain Michel n'a aucune sympathie pour l'idéologie de Vichy, mais il constate que, de facto, Vichy a sauvé des vies, et notamment celles des Juifs français, mais pas que. Mais alors, avant qu'on passe aux questions des métallurges, moi justement j'ai une question. À la fin de la guerre, quand justement on va dire que voilà, l'Allemagne, on va dire défaite, il y a eu les Américains, le débarquement anglo-américain. À partir de là, qu'est-ce qui se passe ? C'est des groupes résistants qui prennent le dessus, qui prennent véritablement, on va dire, les choses en main. Capital, ce que tu me dis. Voilà, ou qui évincent les autres, tout ça. C'est là que je comprends pas, parce que j'ai l'impression que c'est un moment clé, là. Ça aussi, c'est jamais dit. Mais le 20 août 1944, Pétain est arrêté par les Allemands. Il est arrêté par les Allemands. Et même jusqu'au dernier moment, on pense qu'il va y avoir des tirs entre la garde personnelle de Pétain et la Gestapo. Mais Pétain ne veut pas qu'il y ait des morts inutiles, donc il se laisse embarquer. Et je vais te dire, c'est peut-être sa plus grande erreur. Peut-être qu'il aurait dû aller au clash. Peut-être. Je ne sais pas. Bon. Mais Pétain est arrêté par la Gestapo le 20 août 1944. Et là, qu'est-ce que se passe-t-il ? Il y a un vide du pouvoir. Et les gaulo-communistes vont rentrer dans cette brèche du vide du pouvoir pour prendre le pouvoir. Tout simplement. Et comme ils ont les armées américaines avec eux, et comme ils ont les armes, ils ont les maquis rouges avec eux, et ils vont prendre le pouvoir par la force. Et ils vont restaurer la République. Il y a une restauration monarchique en 1814, il y a une restauration républicaine en 1944. Mais ce que tu dis est capital, c'est-à-dire que si Hitler n'avait pas fait arrêter Pétain, De Gaulle aurait des difficultés pour les gaulo-communistes, je ne sais pas comment ils auraient fait. Parce que l'administration fonctionnait encore, il y avait une armée française, elle se battait sous De Gaulle, mais voilà, les Delattre... si on lui avait dit faites arrêter Pétain, ça aurait été compliqué, tu vois. Mais sans l'arrestation sans ce vide du pouvoir, les gaulo-communistes probablement n'auraient-ils pas repris le pouvoir. Et tu vois, Hitler jusqu'au bout s'est attaqué à l'ordre naturel, mine de rien.
jusqu'au bout. Ouais, parce que c'est là que ça se joue, quoi. Il y a un basculement. Exactement. C'est vraiment Mais en sortant de la guerre. c'est ça qui est passionnant dans l'histoire, si tu veux, c'est ces événements que l'on ne connaît pas, mais qui ont une importance absolument capitale sur l'histoire de France. J'aurais pu t'en citer d'autres, mais l'arrestation de Pétain, c'est un tournant de l'histoire de France. Parce que Pétain, mais pour juste aussi un peu expliquer quand même la fin, il est déporté en Allemagne, enfin il est enfermé dans un château, c'est ça, Sigmaringen, voilà, en Allemagne, jusqu'à la fin des combats, et puis après et puis il est rapatrié en France, puis là on lui dit il y aura un procès, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est normal, la République devait condamner Pétain. Parce que la République devait, à travers Pétain et Charles Maurras, il fallait condamner le principe même de contre-révolution. Il fallait condamner l'âme de la France, tu vois. Il faut dire maintenant, nous sommes qu'une république. Et les éléments conservateurs de la superstructure française qui restent, vous dégagez ou vous la fermez. Donc en condamnant Pétain et Maurras, on envoie un signal à la société française, à ces éléments conservateurs qui restaient, on leur dit, vous la fermez maintenant. Et maintenant, c'est nous, les gaulo-communistes, qui avons le pouvoir, et donc voilà. Donc votre héritage spirituel, la défense de l'ordre naturel, vous oubliez. Voilà. Alors, je vais prendre les questions des métanotes, il y en a plein, je pense pas qu'on pourra répondre et tout. Alors, je vais choisir, on me dit par exemple, on me dit par exemple, au hasard, en quoi Pétain est-il un patriote? Si on considère que l'impérialisme a instrumentalisé l'Allemagne, financement, laisser aller des annexions, pour détruire le communisme en commençant par la Russie, chose que l'Allemagne n'aurait pas pu faire sans la collaboration d'autres États, dont principalement la France. Ils auraient aidé les nazis et en même temps les atlantistes, ce qui en fait toujours un traître à son pays. Je crois qu'il y a beaucoup de confusion à cette question. Bon, c'est vrai que le régime allemand a été extrêmement aidé par les anglo-saxons. Rappelons-nous que le 18 juin 1935, il y a un accord naval entre l'Allemagne et l'Angleterre. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Hein. Toutes les puissances quasiment d'ailleurs ont aidé l'Allemagne. La France était le pays d'ailleurs qui stressait le plus face à l'Allemagne à ce moment-là. Hein. La Pologne aussi, avec la Pologne. Bon, les Allemands sont des grands garçons quand même. Hein. Ils ont fait le choix d'Hitler, quoi qu'on en dise. Oui. Hein, quoi qu'on en dise. Oui. C'est tout. Ils avaient leur libre arbitre quand ils ont choisi Hitler. Ils l'ont validé, quoi qu'on en dise. Bon, je peux pas dire que l'Allemagne était à ce moment-là une démocratie très apaisée quand il y avait des élections, parce qu'il y avait une guerre civile entre les communistes et les nazis qui se battaient dans la rue. Enfin, tu vois, c'était vraiment des périodes de troubles. Mais néanmoins, le peuple a validé. Quoi qu'on en dise. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas eu de grandes mutineries, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands étaient derrière Hitler. Hein. Donc, Et puis tu sais, je vais dire une chose, ça c'est un truc qui m'agace un peu, et on peut l'appliquer à la question française. Oui, il y a des fouteurs de merde extérieurs, mais les premiers principaux, ça reste toujours nous. Voilà. Et moi, je préfère mettre en cause nos faiblesses que le parasite extérieur, si tu veux. Ça, c'est un truc qui m'agace. Toujours chercher le bouc émissaire extérieur. Ça me fatigue. Les mecs, si nous, Français, aujourd'hui, on avait été fidèles à ce qu'on est, on n'aurait pas les emmerdes qu'on a aujourd'hui. Hein. On ne serait pas soumis à l'oligarchie anglo-américaine comme on l'est. Enfin voilà. Donc, les Allemands, là, c'est pareil. Désolé, mais ils ont fait le choix du nazisme. Hein. Oui, ils ont fait le choix du nazisme. Ils l'ont fait tout seuls. Hein. Alors, on me dit... bonsoir, Adrien. Qu'a dit le maréchal Pétain aux armées afin qu'elles restent dans le rang? C'est-à-dire que les armées, elles comprenaient justement cette politique qui menait Pétain, les grands chefs. Ils comprenaient parce que, en fait, l'homme qui menait ça, c'était Weygand. Et Weygand, on savait qui il était, on savait qu'il voulait la revanche, on savait qu'il emmerdait les Allemands en Afrique du Nord. Et puis, tu sais, quand tu réorganises l'armée comme ça, les gens sont pas cons. Et puis, les choses se disaient. Hein. Ouais. Mais il faut lire ce petit bouquin là-dessus, je te dis, du général Lafargue, parce que lui, il était au cœur de tout ça. Et aussi, cet ouvrage-là sur l'ORA. Cher méthonaute, bon effectivement il n'est pas très répandu, mais si vous pouvez le prendre, prenez-le. Il y a tout là-dedans. Hein. Franchement, tout ce que je dis là, j'invite toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir à vérifier point pour point tout ce que j'ai dit. À vérifier la matérialité de tout ce que je dis. Si ma parole ne fait pas autorité, j'invite chacun à se faire son propre opinion, à rechercher par lui-même. Tu connais la phrase des évangiles, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Alors, on me dit pourquoi Hitler a-t-il toléré un vainqueur de la Première Guerre mondiale à la tête de la France occupée? Était-ce pas une part d'humiliation Non, mais c'est que Hitler subissait le prestige de Pétain d'une part et de Weygand. Hein. Tu sais que Weygand, c'est lui qui a lu
aux Allemands dans le wagon de Rotonde, c'est lui qui a lu les conditions d'armistice, parce que Weygand était le bras droit de Foch, en fait. Et Pétain et Weygand étaient respectés en Europe. C'était vraiment des figures qui avaient du prestige et de l'autorité. D'ailleurs, comment Pétain a-t-il mis en œuvre, comment a-t-il notamment utilisé son prestige et son autorité? J'ai oublié d'en parler, je me permets d'en parler, c'est très important. Il y avait d'autres réseaux en Alsace, notamment le réseau du docteur Charles Barès. Ce réseau va se faire arrêter et ils vont se faire condamner à mort par le tribunal militaire allemand. À ce moment-là, Paul Dingler va arriver au cabinet de Pétain. C'est très court, je te lis un petit article de cet ouvrage de Jean Eschbach, Au cœur de la résistance alsacienne. Rapidement averti des décisions du tribunal, Dingler força la porte du maréchal et lui demanda d'intervenir avec vigueur auprès des autorités allemandes. Celui-ci envoya directement au chancelier une lettre très ferme et se fit appuyer par le nonce apostolique. Un échange de correspondance s'ensuivit dans des termes souvent très vifs qui amena Hitler à céder et à ordonner de surseoir l'exécution. La Libération retrouva 7 des condamnés à mort bien vivants dans leurs cellules. Les 2 ou 3 autres n'avaient pu supporter les conditions très dures de la détention et étaient morts en prison. La plupart des autres prisonniers de ce réseau furent aussi récupérés. Donc tu vois que Pétain, ça on n'en parle jamais non plus, Pétain, dès qu'il le pouvait, il faisait gracier les résistants qui étaient condamnés à mort. Le prince Xavier de Bourbon-Parme, résistant, condamné à mort par la Gestapo, a aussi eu la vie sauve grâce aux démarches faites par Pétain. Le comte Robert de Noguet, lui aussi, de Voguet, pardon, condamné à mort lui aussi, affilié au groupe Libération Nord, a eu la vie sauve parce que Pétain a obtenu que son exécution, qu'il y ait eu un surseoir. Et pourquoi il n'y a pas d'enquête des historiens là-dessus? Pourquoi on ne fait pas une enquête pour savoir quels sont tous les résistants qui ont été graciés ou dont Pétain a obtenu que leur exécution ne soit pas mise en œuvre? Pourquoi il n'y a pas de fin? Tu vois, quand tu sais des événements comme ça, encore une fois, la doxa est détruite. Elle est détruite. Et par la vérité, tout simplement. Une petite question aussi technique. Après la Seconde Guerre mondiale, justement, puisque c'est le gouvernement provisoire de la République française qui s'installe. Oui, tout à fait. Ce gouvernement-là, en fait, il se décrète parce que l'arsenal législatif sur lequel il attaque tous ces gens-là qui vont suivre. Oui. C'est quoi la base juridique? En fait, ce sont des ordonnances que le gouvernement provisoire. En fait, avant le gouvernement provisoire, il y a ce qu'on appelle le Comité de libération nationale. D'accord. Et c'est là où, dans un premier temps, Giraud et De Gaulle sont à parité. Il y a qui dans ce comité, toutes les organisations résistantes? Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est le CNR. D'accord. Oui. Le Comité de libération nationale, à la base, est composé donc de 6 personnes. Donc Giraud plus 2 de ses bras droits, De Gaulle plus 2 de ses bras droits. Seulement, De Gaulle va prendre la majorité parce qu'il va demander à ce qu'une 7e personne vienne. Mais pourquoi on accepte que cette 7e personne vienne? Parce que parmi ces 6, il y a un vote, et l'un des bras droits de Giraud va voter pour De Gaulle. Qui est ce bras droit? C'est Jean Monnet. Jean Monnet. Non. C'est Jean Monnet. Et oui. Jean Monnet va voter pour De Gaulle. Bien sûr. Et Jean Monnet a un rôle décisif pour De Gaulle, puisqu'il va lui permettre de prendre la majorité dans ce comité de libération nationale. Et là, Giraud va progressivement se faire marginaliser. Et tu sais, je t'ai parlé du discours du 14 mars 1943 de Giraud. Qui met la pression à Giraud pour qu'il fasse ce discours? Ce même Jean Monnet. C'est ce même Jean Monnet. Et Giraud en parle dans ses mémoires, Monnet en parle dans ses mémoires, c'est un fait absolument incontestable. Au motif que s'il le faisait, les Américains nous donneraient plus d'armes, etc. Parce que Jean Monnet, agent américain, enfin aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tout s'est établi. Jean Monnet. Non, mais ça c'est absolument incontestable. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas plus apatride. Je crois que Monnet c'est le français le plus apatride de l'histoire de France. C'est apatride de l'histoire de France. C'est évident. Parce que, bon, voilà. Ah, mais lui, la France, il s'en tape complètement. Complètement Monnet. Donc c'est assez étonnant. Donc ça veut dire à un moment donné, Monnet et De Gaulle, ils vont être dans le même camp parce que on sait que De Gaulle, il écrira des horreurs sur Monnet. Enfin, il l'apportera pas beaucoup en estime. Il doit tout à Monnet. Ouais. Puisqu'il lui a permis de marginaliser Giraud et au final de devenir le patron. Et c'est donc ce comité de libération nationale qui, quelques semaines avant le débarquement, va se transformer en gouvernement provisoire de la République. Et il va y avoir ce qu'on appelle une restauration de la légalité républicaine. Et au titre de cette ordonnance-là, tout ce qu'a fait Vichy est répudié. Alors, en pratique, tout ne le sera pas,
hein, il y aura des exceptions, mais le principe de ça, c'est que tout est république. Parce qu'en plus, il y a eu aussi, il faut bien le dire, il y a des avancées sociales, des choses qu'ont fait ce gouvernement. Oui, tout à fait. La retraite par répartition, notamment. Mais au-delà de ça, il y a des lois contre l'alcoolisme, contre l'avortement, qui ont été conservées. Tu sais, un truc tout con, mais le plat du jour. Au resto, c'est le régime de Vichy qui l'a créé, cette loi sur le plat du jour. La médecine du travail. Il y a plein de petits trucs comme ça. Hein. Mais ça, c'est absolument passionnant. Enfin, l'ouvrage législatif de Vichy est absolument passionnant. Il y a des choses diverses et variées. Et un truc tout con aussi, c'est par exemple, quand tu es fonctionnaire, ton salaire est plus grand en fonction du nombre d'enfants que tu as. Tu vois, donc c'est-à-dire que si tu as 3 enfants, tu as X% de plus de salaire, parce qu'on estime que le régime est familial, on doit promouvoir la famille, et donc ton salaire était plus élevé à cause de ça. Tu as eu des lois aussi pour rendre plus difficile le divorce, parce que le régime était pour la famille. Enfin voilà, c'est vraiment ça, très très vaste. Des féministes. Ouais, il n'y a pas que des féministes qui le voient. Oui, aujourd'hui, oui. Alors, on me dit, pourriez-vous nous parler des personnalités politiques de l'entourage du maréchal Pétain récupérées par le général de Gaulle? Pourquoi ont-elles été lavées de toute responsabilité? Il y en a eu quelques-uns. Parce que de Gaulle était seul et qu'il avait besoin. C'est comme les communistes. C'était Delattre, tout ça, tous ces gens-là. Alors déjà, ces personnes-là, faut bien comprendre qu'ils sont en plein combat. Donc ils vont pas se dire ah bah tiens puisque c'est comme ça j'arrête et puis je laisse passer les Allemands. Tu vois. Ils font la guerre, ils la continuent. Hein, et ils veulent quand même libérer la France. Mais il y a un cas qui est assez intéressant, c'est Couve de Murville. Oui. Couve de Murville, tu sais qui est le futur Premier ministre de Gaulle en 68. Bah, je t'ai parlé de la direction des finances extérieures, tu sais. Oui, la fameuse. Et bah c'était Couve de Murville qui était à la tête de cette direction. D'accord, très intéressant. Donc, je t'ai parlé de la commission de Wiesbaden aussi qui négociait avec les Allemands. Oui. Enfin dans lequel on négociait avec les Allemands. C'était Couve de Murville aussi qui était envoyé là-bas. Et Boutillier parle beaucoup de Couve de Murville dans ses mémoires. Hein. Mais j'ai plus d'estime pour Boutillier, tu vois. Donc oui, donc il y a des gens comme ça qui va récupérer en fait de Gaulle. C'est quoi? Il récupère un peu comme ça quand même des gens. Il y a plusieurs cas de figure. Ouais. Si tu veux, tu as des opportunistes, genre Couve de Murville par exemple. Mais si tu prends les militaires ils font la guerre, c'est leur vie, c'est leur vocation. Ils vont pas s'arrêter de combattre au motif que de Gaulle répudie Pétain. Mais par exemple, regarde, je vais me faire l'avocat du diable. Je prends par exemple le programme du CNR. Oui, tout à fait. Je trouve rien à redire. Alors, je connais pas par cœur. Alors bon, je connais pas non plus par cœur, mais ce que j'en ai lu, en tout cas du programme du CNR, sincèrement, il y a de très bonnes choses dedans. Enfin, mais tu sais, d'un point de vue d'avancée, ça ressemble à un texte très avancé social. Le problème du CNR, c'est comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le problème, c'est pas ce qu'il y a dedans. Le problème, c'est ce qu'il y manque. Et qu'est-ce qu'il y manque? Il y manque cette remise à plat, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le socle de notre société? Parce que c'est ça le fond de l'affaire. Qu'est-ce qui est le socle? Et d'ailleurs, tu vois bien, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce programme du CNR? Ah non. Ah oui, non. Tu vois, il est détricoté. Tu vois, le problème du CNR, c'est que il valide les Lumières et la libre pensée. D'ailleurs, c'est De Gaulle qui a rétabli la maçonnerie, par une ordonnance de décembre 1943. Parce que tu sais qu'effectivement Vichy avait interdit la maçonnerie. C'est vrai. Quel mauvais goût, dis donc. Donc voilà. Donc effectivement, le CNR, d'un point de vue matériel, il prend des bonnes décisions qui mettent en place un état-providence qu'il fallait mettre en place après la guerre, de toute façon, parce que le pays était dévasté. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils vont restaurer la source de nos malheurs. Et ils vont restaurer ce que j'appelle moi l'anti-France. C'est-à-dire la République des Lumières. De ça, tu penses? Totalement conscience. Totalement. Enfin, ça dépend si tu veux. Parce que dans le CNR, c'est quand même des organisations. Alors, il y a quoi? Des communistes, des mecs de Il y a un truc qu'il faut bien comprendre. C'est que la plupart des gens qui font le mal pensent faire le bien. Tu vois ce que je veux dire? Seulement, ils ont une vision du bien qui n'est pas la même que la nôtre. Tu prends les mecs qui ont fait le 11 septembre, dans leur tête à eux, ils luttaient contre Satan. Alors qu'en fait, ils allaient tuer des victimes innocentes. Donc la plupart des gens qui font le mal pensent faire le bien. Tu prends les communistes de l'époque, selon moi, ils faisaient le mal, mais eux pensaient faire le bien. Et pourquoi je vois De Gaulle? Parce que lui, il avait la formation. Il avait la formation théologique et classique pour comprendre tout ça. Et De Gaulle, lui, savait le mal qu'il faisait. Mais le problème, c'est qu'il plaçait sa petite personne avant l'héritage spirituel de la France. Et on le paye très cher aujourd'hui, ça. Puisqu'il n'y a pas de mondialisme s'il n'y a pas de lumière. Il faut bien le comprendre. Les lumières, c'est ce qui désarme le peuple français. Mais aussi, quand même, regarde, De Gaulle, c'est clair, dans ce passage-là, on peut dire, oui, clairement, allez, on va dire, il met une petite entourloupe à Pétain pour, évidemment, une grande entourloupe de l'histoire. Mais
C'est le braquage du siècle. Le braquage du siècle. Mais quand il revient quand même en 58 au pouvoir et qu'il, j'ai envie de dire quand même, il y aura une politique où il va se lever contre les Américains, il va être... Il s'est pas levé contre Tu trouves que c'est pas ce qu'il va faire après, ça va pas être... Les Américains voulaient deux choses de Gaulle. Qu'ils se fondent dans une Union européenne. Oui, mais il refuse de ça. Et non, il a validé le traité de Rome. Attends. C'est pas lui vraiment, c'est 57, lui il arrive en 58. Mais attends, il l'a mis en œuvre. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le plan Rueff-Pinet. Le plan Rueff-Pinet de décembre 58, pardon, et ils accélèrent. Hein. Ils accélèrent toutes les mesures pour mettre en œuvre le traité de Rome. Il n'était pas obligé de le faire. Et surtout, il a liquidé l'Empire. Aujourd'hui, c'est normal, c'est très bien qu'on ait liquidé l'Empire. Ah bon, le pétrole du Gabon ? Le pétrole du Sahara ? Attendez, c'est bien qu'on ait liquidé ça, les mecs, mais vous rigolez. Alors bien sûr qu'il y avait des bras cassés dans l'Empire, mais... Attends. Il a liquidé, mais est-ce que c'était tenable? Moi, entre Mayotte et le Gabon, excuse-moi. Le Gabon, il n'a pas voulu le garder. Les Gabonais voulaient rester dans le français. Exactement. Mais tout à fait. Mba. C'est vrai en plus. Mais oui, bien sûr, c'est vrai. C'était les Wemba qui voulaient rester français. Oui, tout à fait. Et c'est Debré qui a dit non. Et le Gabon, c'est la Suisse de l'Afrique. Faible densité démographique et grande richesse. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les Gabonais, ils viennent pas en France. Non, c'est vrai. Tu vois, ils viennent pas en France pour la plupart d'entre eux. Donc, grosse dédicace aux Gabonais, hein, si vous suivez mon regard. Non, mais c'est parce que si tu veux, justement, De Gaulle. Donc, le passage, toi, justement, la séquence, on va dire ça. De Gaulle anti-américain, c'est une blague. C'est une blague, tu penses que c'est une posture, c'est pas. C'est le cinéma. Ouais. Parce que De Gaulle a liquidé ce qui permettait à la France d'être une superpuissance, d'être une hyperpuissance. Tu imagines si on avait gardé le pétrole du Sahara? Mais on n'a pas de déficit en France. On a l'indépendance. Ouais, mais il n'aurait pas pu régler le problème algérien. Ça aurait été compliqué tout ça. Parce que le problème algérien, quelque part. Il était réglé le problème algérien, mon cher Topa. Militairement. Oui, tout à fait. Militairement, la France avait même gagné, c'est vrai. Mais les Algériens, il y a beaucoup d'entre eux qui voulaient rester français. Hein. Je te le dis. Et d'ailleurs, ils détestaient tellement peu la France qu'un très grand nombre d'entre eux sont venus après. Non mais attends, faut être cohérent. Parce que moi, j'ai pas vu beaucoup de juifs après la Seconde Guerre mondiale aller spontanément en Allemagne. Oui, c'est clair. Bon, voilà, donc bon. Alors, il y a aussi une petite citation que je voulais te faire. J'ai oublié, de André Figueras. André Figueras a été résistant. Et après la guerre, il a compris que ce qu'a été la résistance. Il a compris quel était le rôle véritable de Pétain et il s'est mis à défendre Pétain et surtout il a torpillé De Gaulle alors qu'il était gaulliste jusqu'au début des années 50. Il a fait ce petit livre au début des 70, Scandale de la résistance. Et en gros, ce qu'il t'explique, c'est que en gros 90% des mecs qui disent qu'ils ont été des résistants sont des mythos, quoi. Hein. Et il t'explique que c'est ces faux résistants-là qui, en gros, ont colonisé les allées du pouvoir et qui sont donc responsables de la politique mise en œuvre de déclin de la France par les 4e et 5e Républiques. Je vais faire une citation qu'il a écrite, qui ponctue son propos de cet ouvrage qui s'appelle Scandale de la résistance. Donc André Figueras, résistant, je précise bien. Voici ce qu'il nous dit. Donc, avant la pause, tu vois, je te fais cette petite truc pour bien remettre les esprits. En tout cas, puisque la résistance, dès les premiers jours de la libération, a cessé d'être un drapeau pour devenir l'enseigne d'une boutique louche, puisqu'elle n'a pas servi à la libération de la France, mais qu'en revanche, elle a permis son asservissement par une horde de falsificateurs et de truands, puisqu'elle a été l'alibi du pillage et de l'installation des cancres culottés dans les palais nationaux, puisqu'à cause de la résistance, une mafia qui n'en était point a pu mettre la France dans un tel état que cette France a perdu son empire et sa gloire et que tout y est décadence et pleutrerie. Puisque les morts de la résistance n'ont pas servi à autre chose que de fournir leur cercueil comme piédestal à la statue grotesque du gaullisme aberrant, puisqu'on est allé en toute connaissance de cause jusqu'à choisir un agent nazi pour élever le mémorial de Colombey, légitime couronnement du reste d'une si tragique tartufferie, puisqu'un pacte démentiel assure au communisme la succession du gaullisme, puisque tout n'est plus en ce qui fut notre patrie que dérision et chute, abandon et gabégie, forfait dur et escroquerie, puisque la police ne sait plus maintenir l'ordre, puisque la justice ne connaît plus le droit, puisque l'armée a perdu l'esprit de victoire, puisque l'université est une putain, et puisqu'à l'Élysée on fait au milieu de tout cela des mots d'esprit lourds comme des pavés de l'ours, puisqu'il n'y a plus moyen de se sentir heureux dans une France mélancolique et décrépite, puisque tout ce pourquoi battait notre cœur, aujourd'hui le glace ou le lacère, puisque la Saint-Coquin tombe tous les jours de notre calendrier, puisque, cruauté suprême, je ne sais pas où vont mes fils, et s'ils auront droit à la joie de vivre, puisqu'une presse monotone, fâcheuse, niaise, nous cache presque par pli plutôt que sur ordre toute vérité, puisque la pollution de notre climat moral est à son comble, puisque nos chances de redevenir sont plus minces que les cheveux de la fortune, puisque enfin, et pour tout ramasser en une phrase,
ce que l'on appelle encore par habitude la France, je répète, ce que l'on appelle encore par habitude la France, n'a en vérité plus rien à voir avec la France. Alors moi qui, Philippe Vianney l'atteste, et sa signature est l'une des bien rares ayant quelques valeurs, ait été résistant comme on dit à partir de février 1941, ayant tout juste 17 ans. Moi qui ai pris des risques, y compris celui d'entraîner dans ce combat des camarades qui sont morts. Moi qui ai fait vivre 4 ans d'angoisse à ma mère qui ne le méritait pas. Sachant ce que je sais, voyant ce que je vois, j'atteste le ciel de tout mon cœur que je regrette d'avoir été résistant, que j'en ai même dû repentir, et que si c'était à refaire, je ne referais pas ce chemin. André Figueras. Et pourquoi dit-il ça ? Parce qu'il a compris qu'on avait restauré ces principes mauvais et qu'on avait, en somme, restauré l'anti-France. Hein. Et d'ailleurs, Figueras, il faut lire ses bouquins, il est extrêmement drôle. Il a beaucoup de, je vais employer un anglicisme, de punchline. Et il a la légitimité pour le dire. Donc intéressez-vous aussi à ce monsieur, André Figueras, résistant, qui a défendu Pétain à partir des années 50 en somme. D'accord. Donc après avoir en plus pris un peu, on va dire, du recul vis-à-vis de voilà. tout ce qui s'était passé, des conséquences de la la. Et puis Seconde surtout, Guerre, il y a eu l'affaire algérienne qui a beaucoup traumatisé l'armée, hein, qui a beaucoup traumatisé les conservateurs français, et beaucoup de gens qui soutenaient De Gaulle en 40, parce que tu sais que les militaires putschistes de 61 sont tous dans ces résistants quasiment. Oui. C'était des mecs qui étaient à l'ORA. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils ont compris trop tard que le maintien de la grandeur française ne passait pas par la République des Lumières. Et ça, c'est le fond de notre affaire. Bah, c'est très très intéressant. Alors je vais reprendre, il y a encore des questions. Alors on me dit bonsoir Monsieur Abosi, ravi de revoir Monsieur Abosi sur Meta TV. Est-ce qu'il s'est intéressé au cas de Neville Chamberlain ? Le Premier ministre anglais. Oui, le Premier ministre anglais. Je sais qu'il était plutôt pacifiste lui, mais j'ai pas creusé à fond. Un homme très décrié, synonyme de lâcheté, de faiblesse chez nos amis américains, mais en réalité un personnage bien plus intéressant et positif que l'histoire retient. Voilà. Sincèrement, j'ai pas creusé. T'as pas creusé ce... Ça, c'est mon côté avocat. Oui, parce que pas les dossiers que je c'est connais. vrai que quand on nous le présente côté version officielle, il n'y a pas de super image Chamberlain. C'est un peu genre il s'est couché, le fameux Munich, etc. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est ça qui est drôle, c'est que si tu veux, quand Pétain serre la main à Hitler à Montoire, parce que nous on a la pression d'occupation, c'est un salopard. En revanche, quand on n'a aucune pression et qu'on va serrer la main à Hitler, les mecs sont pas des salopes. Curieux. C'est curieux, oui. Hein, Daladier. Dédicace à Daladier. Ouais. Alors on me dit, est-ce que le réseau Corvignol monté par Loustonolaco, Loustonolaco, semble-t-il, à la demande de Pétain, a permis les premiers réseaux de résistance. C'est vrai que Loustonolaco a été soutenu par Pétain aussi financièrement. Et en fait, parmi les premiers résistants, il y avait beaucoup de cagoulards. Hein. Alors, il n'était pas 100% cagoulard Loustono, mais il était très proche de ces milieux-là. Et effectivement, Pétain l'a soutenu. Et ce qui est très marrant, c'est que je lisais il y a pas longtemps un des livres qui évoque l'histoire de la résistance. Loustono a beaucoup d'humour. Et en fait, quand Pétain commence à mettre les choses au clair à Vichy, il dit écoutez, je vais enfin pouvoir vous aider, je vais vous donner 25 000 francs. Et Loustono lui répond par jour, monsieur le maréchal. Et donc, l'historien, j'ai oublié son nom, c'est pas Henri Michel, c'est un autre. C'est dommage. Bon, évoque ça, il dit mais regardez, la preuve que Pétain n'a pas aidé Loustono, c'est qu'il dit ça. Sauf qu'un peu plus loin dans ses mémoires, Loustono dit que Pétain lui refilait du pognon, enfin voilà, tu vois la ballonnette intellectuelle des mecs, quoi. C'est fatigant, quoi. Les mecs sont obligés de mentir en face, hein, de toute façon. On me dit alors bonsoir Monsieur Abosi, selon vous, quelle serait la situation de l'Europe et de la France sur tous les plans économiques, social, religieux, politiques si l'Allemagne nazie avait emporté la victoire ? Tu sais, il nous le démontre. C'est ça ce qui est très intéressant dans le livre de Boutillier. C'est que son combat à Boutillier, c'était un combat constant contre le pillage de la France. Et il nous dit un truc très, très simple, Boutillier, c'est qu'on avait fait une convention d'armistice. Donc si les Allemands avaient vraiment voulu faire l'Europe, comme ils nous le disaient, pourquoi ils nous ont pillés comme ça ? Ils n'en avaient même pas besoin. La plupart du pognon qu'ils ont pris, en plus, ils l'ont à peine utilisé. Pourquoi ils nous ont pillés comme ça ? C'est très difficile de le dire. Je ne peux pas projeter, en tout cas, je sais que la France aurait été amputée, notamment de l'Alsace, notamment du nord de la France, et... Alors, elle n'existerait plus quasiment. Elle existerait, mais elle n'aurait pas la même tête. Ouais. Et puis, au-delà ce qui arrive à l'Allemagne, quelque part. Et puis, tu sais, je vais te dire une chose, mon cher Tepa, et moi, je trouve triste que des Français qui souffrent du mondialisme se déportent vers le national-socialisme. Je trouve ça très triste. Le national-socialisme, il faut bien le comprendre, est c'est un régime d'alter-lumière, si tu veux. Et parce que, tout simplement, il ne mettait pas au cœur et à la base de la société la croix du Christ. C'est tout. Et à tout régime qui ne met pas au cœur et à son socle
la croix du Christ est un régime mauvais. Oh, C'est tout. je peux pas dire ça. Bah, c'est mon point de vue. Ah bon, C'est mon point de vue. Il n'engage que moi, je te rassure. Mais voilà, Ouais. si tu veux, quand tu veux savoir que penser de tel régime, pense à ce critère-là. Ouais, mais le régime, par exemple, regarde, si on prend un régime qui a une autre religion, il peut pas. C'est un autre problème, si tu veux. C'est-à-dire que je ne peux pas reprocher à des gens qui n'ont jamais entendu parler du christianisme ou qui n'ont pas hérité de ça, de ne pas raisonner comme ça. Et je te parle, tu prends du côté allemand, eux, ils ont le choix. C'est comme nos Français, nous, c'est République ou Croix du Christ, tu vois. Je te parle de ces cas-là. Tu vois. Mais on n'est pas plus hystériques, nous, que les Allemands, quand même, sur ces questions de religion, puisque eux encore, jusqu'à aujourd'hui, ils ont des croix dans les écoles. Nous, c'est strictement là. Ce qui est différent, c'est qu'en plus, eux, si tu veux, il y a des catholiques et des protestants. En plus, oui. Donc, c'est compliqué. Ceci étant, l'Union Européenne laïcise à fond les manettes. Hein. La Convention européenne des droits de l'homme, qui n'émane pas de l'Union Européenne, elle aussi laïcise à fond les manettes. Donc cette laïcisation, on y arrive. On y arrive, cette laïcisation globale. Mais c'est vrai qu'on est particulièrement hystérique. Nous, on est un peu hystérique quand même en France, plus que des Allemands sur ces questions-là. Oui, le Grand Orient est moins puissant sans doute en Allemagne. Alors, on me dit, le maréchal a-t-il eu des liens avec De Gaulle et la résistance de la France occupée dans des faits importants de collaboration entre les deux Français? Il y a eu des rencontres de Gaulle? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Il y a eu des mains tendues, notamment le colonel Groussard. Il y a eu le colonel Groussard qui a essayé de faire ça, mais De Gaulle n'a pas voulu donner lieu. Ce qui est encore plus important, c'est en décembre 40, c'est Fourcault, je crois, qui est un agent gaulliste envoyé à Vichy. Et en fait, il est envoyé à Vichy pour faire des comités anti-Pétain et tout. Enfin, il est envoyé en France pour faire des réseaux anti-Pétain. Et quand il rentre à Londres, Fourcault dit mais attendez, ils résistent tous à Vichy, on va s'allier avec eux. Et là, De Gaulle pète un plomb, lui dit non mais attendez, ça va pas ou quoi? Pétain va essayer de vous ruser. Vous le connaissez pas, moi je le connais. Mais il y a eu des mains tendues à plusieurs reprises. Hein. Même jusqu'en 44, l'amiral Hoffon a tendu la main à De Gaulle pour qu'il y ait une transmission légitime des pouvoirs. Enfin, mais ça a toujours été refusé. Donc De Gaulle, quoi, il avait quoi? L'expression vraiment, c'était. C'est quoi la motivation d'un pouvoir personnel, c'est ça, De Gaulle? 100%. 100%. De Gaulle méprisait la classe politique républicaine. Il la méprisait. Mais il n'était même pas monarchiste en plus, lui, de base. Il était monarchiste de formation. De formation. En tout cas, de formation. Parce que c'était un admirateur, Charles Maurras. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il avait cette fameuse phrase sur Maurras. Il disait Maurras est devenu fou à force d'avoir toujours raison, tu vois. Mais De Gaulle, qui était un homme supérieur. Il a fait des bonnes choses aussi quand il était à la tête du pouvoir. Je nuance mon propos. Il a commis aussi des crimes, selon moi. C'était quoi ta question là, j'ai oublié. Non, mais c'est justement les rapports de Gaulle-Pétain. Oui, voilà, donc il y a eu des mains tendues, mais De Gaulle les a refusées systématiquement. Systématiquement. Alors on me dit, pourquoi gardons-nous cette opinion de Vichy? Pourquoi Mais c'est très simple. Il y avait une grosse doxa. Oui, mais pourquoi cette doxa? Mais c'est très simple. C'est parce que le système repose sur des mythes fondateurs. Et que si ces mythes fondateurs tombent, le système n'en a plus pour très longtemps. C'est aussi simple que ça. Et la République, elle a besoin de... Il faut flinguer ces mythes fondateurs. Diaboliser cette période-là, quoi. Et j'en parlais à un historien du système que je ne citerai pas, et il me disait, vous savez, les mythes fondateurs, avant la guerre, c'était la Révolution. Mais en réalité, plus personne n'y croyait, c'est pour ça que la Troisième République, de toute façon, serait tombée d'une façon ou d'une autre. Et ce mythe de la résistance, je te parle, la résistance a existé, mais je te parle du récit qu'on en a, fait partie des nouveaux mythes fondateurs. Tout à fait. Et quand ces mythes-là seront tombés, voilà. C'est pour ça aussi que moi je torpille les baudruches républicaines. Hein. C'est pour un faire peu comme les gens qui viennent, je voyais une séquence il n'y a pas longtemps, des acolytes de Mélenchon qui agressaient une pauvre personne, et la dame lui disait mais moi mes parents ont combattu Pétain. Ouais. Mais attends, mais j'ai vu encore plus fort moi. J'ai vu Dupont-Aignan, tu sais, qui débattait avec Asselineau, tu sais, au salon de l'agriculture. Et puis donc il y a un économiste libéral à côté de Dupont-Aignan. Et il dit mais c'est Pétain qui était réaliste et c'est De Gaulle qui ne l'était pas ou je sais pas quoi. Donc tu vois, il y a toujours ces réflexes de bidon quoi. Les mecs, vous êtes ridicules quoi. Vous êtes ridicules quoi. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, tu vois, grâce à mes émissions, beaucoup de méthodes vont comprendre que les gens qui sont, enfin, ils passent pour un bouffon quoi. Maintenant, Dupont-Aignan quand il dit ça. Enfin, les gens qui se sont débranchés de la matrice, ça, ce cet argument-là, oui, c'est totalement bidon. On me dit pourquoi Pétain a-t-il été condamné à mort? Parce qu'il faut savoir qu'il a été condamné effectivement à mort dans le procès, puis gracié par le général de Gaulle. Tout à fait. Attends, est-ce que j'ai sorti? Alors, je l'ai peut-être pas ramené là. Il y a un petit bouquin de Petrus Faure, qui est un juré au procès Pétain, qu'il a fait dans les années 70. À l'époque, il avait condamné Pétain à mort,
Et dans son bouquin qui s'appelle Un procès inique, il réhabilite Pétain à 100%. Et donc effectivement, il a été condamné à mort et gracié. Mais ce qui est intéressant, c'est que le procureur Mornay, donc le procureur contre Pétain, a demandé la peine de mort. Mais on a un double témoignage, celui de Jacques Izorni, l'avocat de Pétain, et de Petrus Faure, qui est que Mornay a dit aux jurés, en fait non, à Izorni il a dit vous avez été magnifique, vous avez dit tout ce que je pensais. Ah bon, c'est bizarre, t'as plaidé l'inverse tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Et à Petrus Faure, il a dit j'ai demandé la peine de mort, mais vous, il ne faut pas que vous la votiez. Ouais. Donc tu vois, c'est il a été condamné à une voix près, hein, Pétain. Il a été condamné à une voix près. Faut savoir ça. Parce que qui étaient les jurés de Pétain? C'était une partie des résistants et des parlementaires qui avaient voté non, tu sais, le 10 juillet 1940. Ah oui, les fameux, Ouais. Les fameux 80. Les fameux 80 qui ont donné les pleins pouvoirs donc, à Pétain. Ouais. D'ailleurs, ce procès-là, lui, n'a jamais eu lieu après la guerre. On s'est posé la question de savoir, en France, qui avait déclenché réellement la guerre. Parce que Pétain, on ne peut pas l'accuser, en tout cas, d'avoir déclenché la guerre. On peut dire que t'as collaboré, mais c'est pas toi qui l'a déclenché, au moins. La guerre, c'est Daladier qui l'a déclaré. C'est Daladier qui la déclare. Donc, et ces gens-là, ils seront inquiétés un peu après la guerre? Ah, pas du tout. Mais c'est ça et c'est là que le peuple français a des côtés parfois minables. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui ont été responsables de nos malheurs, les Daladier, les Herriot, les Reynaud, ils se sont fait réélire à la Libération. Hein. Paul Reynaud a plastronné jusqu'au début de la Ve République. Hein. Daladier, quand même, qui est responsable du mauvais armement français, n'a jamais été inquiété. Ouais, c'est-à-dire que leur responsabilité ne sera jamais évoquée. Non. On va dire, bon, il y a ce monsieur à Pétain là, qui avait tous les choses tous les malheurs du monde, mais tous ceux qui ont provoqué la guerre. Parce que, c'est d'une injustice absolue. Oui, voilà, parce que ce gouvernement du Front Populaire, même un Léon Blum, tout ça, on n'a pas à leur demander de compte. Non, les avions français que Léon Blum a livrés à la racaille républicaine espagnole et qui n'ont pas combattu du coup contre l'Allemagne en 40, ça, non, j'ai pas de problème. Il n'y a aucun problème. Pétain est un salaud. Et tout ce qu'il y a eu avant était fabuleux, et tout ce qui est venu après est fabuleux. Voilà, c'est ça. Ouais. Au cours de l'histoire. Alors, on me dit, comment voyez-vous le fait que Wall Street a financé en partie le régime nazi? Oui, c'est vrai. Un peu, écoutez, déjà, c'était pas les seuls à financer le régime nazi. Les Anglais aussi ont fait ces fameux accords, tu sais, navals. Je pense que c'est très compliqué. Bon, déjà, il y a le côté bouclier contre le communisme. Hitler n'a pas montré son véritable visage tout de suite, hein, il l'a montré que progressivement aussi. Donc c'est pas parce que financer Hitler en 1928 par exemple, ça veut pas dire financer Hitler plus tard. Hein. Puis les Américains sont un peu germanophiles aussi, un peu. Bien sûr, mais n'oublie pas que logiquement quoi. N'oublie pas que en 14-18, 10% des Américains sont d'origine allemande. Hein. Oui, tout à fait, oui. 10%, et que les Allemands ont même songé à cette époque-là, à lever des légions étrangères germano-américains. D'accord, parce qu'il paraît que même aux États-Unis, à l'époque, les sondages, l'Amérique soi-disant était neutre, mais avant qu'elle entre en guerre, les gens étaient plutôt pro-allemands, justement, dans le conflit. Quoi. Et puis surtout, tu sais que bon, les anglo-saxons, ils nous aiment pas, hein, faut pas se mentir, oui. Ils aiment pas les Français. Hein. Il y a une francophobie qui dure aujourd'hui encore, alors qu'en plus, on est même plus rivaux, parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que nous. Mais d'un certain point de vue, ils nous admirent, mais de l'autre, il y a quelque chose chez nous qui leur revient pas, quoi. Notre gueule leur revient pas. Mais est-ce que c'est quoi justement ce truc-là par rapport à la France? Est-ce que c'est le côté indépendance? C'est parce que la France te refuse? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le clivage religieux qui compte. Ouais. Et puis, faut pas oublier que Napoléon, c'est la dernière personne qui les a fait stresser. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, si Napoléon avait gagné Waterloo, il n'y aurait pas de domination. Enfin, non, c'est pas à Waterloo que ça s'est joué, mais disons que si Napoléon avait maintenu l'hégémonie française en Europe, il n'y aurait pas eu ce mondialisme anglo-saxon derrière. Hein. Mais il y a aussi l'aspect, je pense, religieux qui compte beaucoup. Je crois que ça, on le paye cher, à leurs yeux. D'accord, d'être fervent catholique, alors qu'eux ont rompu, on va dire, tout lien justement avec le catholicisme. Les Américains sont pas très anti-catholiques, mais en revanche, les Anglais, c'est dur d'être catholique en Angleterre. Hein. C'est très dur. Hein. C'est vraiment très dur. Je dis ça parce que je connais moi-même un Anglais qui est francophone d'ailleurs, avec qui j'en parle et qui est catholique lui-même. Et c'est un patriote anglais, vraiment jusqu'au bout des ongles. Hein, mais effectivement, il y a aujourd'hui encore, si tu veux, c'est pas très bien vu. On en a parlé ici avec Anis Alfeda sur l'Irlande. C'est pas évident ce qui se passe en Irlande. Irlande, pays martyr. Hein. Tu sais que les premiers esclaves envoyés aux États-Unis, c'était des blancs. C'était des blancs, des Irlandais. C'était des blancs, c'était des Irlandais. Hein. Ouais, tout à fait, on en a parlé.
Alors, on me dit quand sort ton prochain livre. Ah, tiens, c'est une question. T'en as à parlé. la rentrée. Ok, à la rentrée. À la rentrée. D'accord. On me dit le maréchal Pétain était très vieux. Qui, selon M. Albouazy, aurait pu lui succéder? Il y avait des succès. Moi, déjà, je pense qu'il y aurait eu l'amiral Darlan. Darlan, position. Ouais. Moi, mon petit chouchou, c'est l'amiral Offand. Faut lire les bouquins de Offand aussi, qui sont absolument fabuleux. L'intelligence extrêmement profonde, y compris d'un point de vue théologique, politique. Mais ça, c'est pas ça qui aurait manqué. À partir du moment où on fait un système qui est bon, qui repose sur des bonnes valeurs, de toute façon, après, on est sur des bons rails. Certes, il peut y avoir des ratés humainement, mais si les bons rails sont là, après, il n'y a pas besoin d'avoir un surhomme, si tu veux. On me dit, alors, allez, j'en reprends quelques-unes. On me dit Pétain est mort en héros et tout le monde le répudie. Il est écrasé par le poids de l'histoire. Une vie extraordinaire tout de même. Ça oui. Oui, c'est un peu injuste, c'est vrai d'avoir. Pour moi, il est dans le top 20 des plus grands Français, Ouais. Pétain. Ouais, facile. Parce qu'il s'est sacrifié. Ouais. Et parce qu'il a sauvé des vies, il a sauvé l'ordre de la France, et surtout, parce que il a remis en place un régime qui respectait l'ordre naturel et l'héritage spirituel de la France. C'est une sorte d'anachronisme, si tu veux. Quand tu penses à la consécration au cœur immaculé de la Vierge, tu te dis, mais ça tombe d'où, quoi? Le dernier qui a fait ça en France, c'est Louis XIII. Et d'ailleurs, je te le dis très sérieusement. Moi, tu sais, j'ai un amour très profond pour la monarchie française. Mais tant que le roi n'est pas là, si un pouvoir patriote, authentiquement, pas patriote républicain, patriote français, arrive au pouvoir demain, le premier acte qu'il devrait faire, pour moi, c'est d'aller à Reims et de resacrer solennellement, vraiment, on reconsacre solennellement la France au cœur immaculé de la Vierge. Ça serait un acte spirituel et symbolique de rupture avec la franc-poissonnerie, les Lumières, la libre pensée, la gnose, etc. Voilà. En attendant des jours meilleurs, ça serait les choses la moins pire qu'on peut. La moins pire à faire. Alors, on me dit. Qui a financé le maréchal Pétain? Personne. Personne, c'est la France, il n'y a pas de financement. Il n'y avait pas de force politique derrière Pétain. Oui, c'était l'armée en fait, donc c'était. Personne. D'accord. On me demande si un jour tu comptes te lancer en politique. Non, tu sais, je veux te dire, mon propos n'entre. Déjà, je sais mal mentir. Ma parole n'a d'intérêt que parce qu'elle est singulière. Si je fais de la politique, je serais obligé de rogner sur ce que je dis, sur ce que je pense. Et puis tu sais, pour moi c'est tellement déminable ces gens-là, ils me font pas rêver. Pour moi c'est un sous-panthéon. C'est un sous-panthéon. Alors attention, pour la reconquête du pouvoir et d'un pouvoir authentiquement français, il faut aller sur tous les terrains, mais moi ça m'intéresse pas. Sincèrement, au jour d'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Je n'en vois pas trop l'intérêt. Et puis ce que je fais est politique par essence, de toute façon. Ce qu'on fait là, c'est de la politique. C'est de la contre-propagande. Moi aussi, je pense aussi. C'est la diffusion de la vérité, c'est l'acte le plus politique qu'il y a. La destruction du mensonge, l'atomisation du mensonge, je regrette, mais quoi de plus politique, Parce que si tous les Français étaient éveillés à la vérité, ça serait très très difficile pour notre régime d'occupation mondialiste d'être aussi tranquille. Alors, on me dit aussi, que penses-tu de... Alors, serais-tu ce que pensait le maréchal sur le sionisme, la franc-maçonnerie, s'ils étaient des ennemis du national-socialisme à Le l'époque? sionisme, à mon avis, il en avait strictement rien à foutre. Ouais, je ne sais même pas s'il connaissait le mot sionisme. Je pense que c'est un sorolo-maghrébin qui pose cette question. Parce que moi, il me tape sur le système, tu sais, je me fais troller à mort par les sorolo-maghrébins. Arrêtez avec le sionisme, les mecs, quoi. Franchement, il y a autre chose dans la vie, il y a le rugby, il y a les femmes, la musique. Changer de truc. La franc-maçonnerie, par contre, il a détesté. Il l'a fait interdire. Il a fait interdire, il y a le fameux film aussi, comment il s'appelle? Force occulte, je crois. Force occulte. Ah ouais, il tue ce film. Il est excellent. Il est excellent. Ah, regardez, c'est disponible sur internet. Et d'ailleurs, anecdote que j'ai déjà citée, mais je la recite parce que je la trouve géniale, c'est Camille Chotan, qui était ancien président du Conseil radical socialiste, membre du Front populaire, qui pendant la guerre vient voir Pétain et il lui demande un poste. Et Pétain lui dit, écoutez, compte tenu de votre passé maçonnique, ça va pas être possible. Et Chotan lui répond, mais enfin, monsieur le maréchal, péché de jeunesse. C'est-à-dire que le mec n'assume même pas, tu vois. C'est intéressant quand même. C'est-à-dire que demain, ça sera pareil que nos collabos d'aujourd'hui. Ah oui, on leur dira, attendez, vous avez quand même été socialiste, républicain, ils diront, non mais attendez, c'était rien du tout, quoi. C'est ça. Alors on me dit Pétain était condamné pour l'intelligence avec l'ennemi et la doxa gaulliste le présentait comme quelqu'un qui s'était aligné avec Hitler. Cependant, les historiens de l'après-guerre semblaient
avoir plus de liberté qu'aujourd'hui en présentant les faits de manière moins extrême. C'est vrai, Citaron, Tournou, Amouroux. En fait, c'est à partir du livre de Paxton que la doxa anti-Pétain a commencé progressivement à revenir en force, notamment la question juive. La question juive, Paxton, alors il a fait un livre qui s'appelle Vichy et les Juifs, mais il l'a fait après. Mais si tu prends la France de Vichy, qui a commencé cette ultra-diabolisation de Pétain, bon, la diabolisation, elle a commencé en 1945 avec De Gaulle, hein, Ouais, d'accord. quand même, hein, faut pas l'oublier. Mhm. Hein. Mais effectivement, c'est Paxton qui va sonner le tocsin, si je puis dire, de l'ultra-diabolisation de Pétain. Ça n'a pas commencé tout de suite avec la question juive. La question juive, c'est plutôt arrivé, années 80, tu vois. Mais Paxton, au début, il n'en parlait pas tant que ça. Il n'en parlait pas tant que ça de la question juive. À partir des années 80, effectivement, c'est monté en puissance. Et d'ailleurs, la question juive, à beaucoup d'égards, a totalement phagocyté, je dirais, l'approche. C'est-à-dire que maintenant, on ne parle plus que de ça. Que de ça, oui. Alors, bien sûr, c'est un problème Que de ça. important qui a été posé à l'époque, mais résumer l'époque à ça, ça n'a aucun sens. Même la Seconde Guerre mondiale est réduite à ça, alors Oui, tout que à fait, le problème beaucoup de d'égards. base de ce qui a provoqué le conflit, on sait, ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Bah, c'est un petit peu à voir. Parce que Ça a un peu à voir. Parce que mais- le nazisme, voilà, Ouais. c'est lié à tout ça. Oui, mais bon, la situation de l'Allemagne en 1933, quand Hitler arrive au pouvoir, je veux dire, elle est plutôt liée à la situation de la fin de la Seconde Guerre mondiale, du traité de Versailles. Enfin, ces choses-là sont vraiment au devant, quoi, finalement. Oui, tout à fait. Sachant Ça que... se réduit pas, en tout cas, à la question juive. Ah on non, peut non, pas la non, bien réduire sûr. à ça, qu'à Mais ça. de toute façon, si tu veux, si tu veux, c'est très intéressant, c'est que moi je suis contre la doxa du système, mais à certains égards, je suis aussi un peu contre la doxa dissidente. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un judéocentrisme systématique. Attention, je ne dis pas que la question juive n'existe pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réseau juif. C'est pas ce que je dis, et qui pour certains d'entre eux sont importants, en influence, etc. Mais revenir tout le temps, systématiquement à ça, mais moi ça me fatigue, je te le dis franchement, parce que la réalité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe, surtout dans un pays comme la France. Et enfin voilà quoi, c'est un travers d'esprit que Oui, c'est pas qui me l'alpha et gonfle. l'oméga, on peut pas tout expliquer par ça, quoi. Voilà, Et en tout cas, même l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ça ne s'explique pas que. Et tu vois, je ne dis pas ça par judéophilie, parce que je les vois venir, les trolls là de balle, là, tu vois. Moi, je suis ni antisémite ni judéophile, tu vois. J'essaie juste de comprendre les mécanismes qui font que. Donc, effectivement, il y a des réseaux juifs qui existent, qui ont de l'influence. La finance juive, ça existe. La Rothschild, ça existe. Il y en a qui contribuent à la mise en œuvre du mondialisme, qui contribuent à la mise en place de ce qu'on appelle la spiritualité globale. Oui, c'est vrai, bien sûr, mais l'explication du monde ne se raisonne pas à ce simple prisme. Aborder cette question, bien entendu, c'est important, mais tout réduire systématiquement à ça, moi je te dis, ça me tape sur le système. Ça me tape sur le Mais système. c'est vrai qu'il a raison, que c'est vrai que la guerre cristallise beaucoup sur cette question. Bien sûr, ouais. Et Pétain, Non, ça c'est vrai, c'est absolument vrai. voilà, Pétain, on lui renvoie toujours ça à la figure. Hein, quand on nous parle du régime. Et c'est tout le paradoxe, parce que certes, il y a eu le statut des juifs, mais le régime de Vichy a sauvé les juifs français, quoi. Donc c'est totalement paradoxal. D'ailleurs, oui, on en avait parlé ici, d'ailleurs, effectivement, l'intervention de Zemmour dans une émission là-dessus, Ouais, qui avait tout à fait fait. grand bruit, d'ailleurs, un peu. Allez, les dernières questions, puis comme ça, on me dit, allez, Monsieur Abosi amalgame l'hitlérisme en période de guerre et le national-socialisme comme doctrine politique. Peut-être reste-t-il là encore un élément de la doxa éludée. Alors là, tu as les national-socialistes sur le dos. Mais figure-toi, j'ai les national-socialistes sur le dos, et à chaque fois que j'aborde cette question, ils me trollent sur les réseaux sociaux. Mais ma réponse est très simple. Qu'est-ce qu'il y avait à la base du national-socialisme? Est-ce qu'il y avait la croix du Christ? Oui ou non? Réponse non, donc poubelle. Et d'ailleurs, on l'a vérifié. Hein. Derrière, tu sais, on juge un arbre à ses fruits. Et quoi qu'on en dise, c'est vrai que la France a déclaré la guerre à Hitler. Mais attendez, on était on était vraiment censé le laisser annexer la moitié de l'Europe sans rien faire? Non, faut pas souder notre gueule. Il y a une notion qui est capitale en géopolitique, qui est celle de l'équilibre européen. En gros, c'était quoi? C'était quand une puissance acquiert de la puissance en faisant tel truc ou tel truc, on compense, si tu veux, en accordant d'autres choses à une autre puissance. Par exemple, nous Français, pendant la Révolution, on annexe la rive gauche du Rhin, qui appartenait à l'Autriche, donc on laisse l'Autriche annexer une partie de l'Italie du Nord. Tu vois l'idée? Donc Hitler a totalement bouleversé l'équilibre européen. Et donc tôt ou tard, ça devait mener à la guerre. Quoi qu'on en dise. Quoi qu'en disent les nationaux-socialistes. Alors bien sûr, on dirait mais on les a aussi amputés, les Allemands, de leur territoire, quand même, non, violemment. attends, là il faut lire Jacques Bainville. Là. Les territoires qu'ont perdu les Allemands n'étaient pas des terres germaniques. C'était pas des terres germaniques. Königsberg, c'est germanique. Königsberg, c'est après la guerre qu'ils l'ont perdu.
Ils l'ont perdu après la Seconde Guerre mondiale. Après, oui, c'était dans... Alors, après la Seconde Guerre mondiale, et là tu vois que le bon Dieu a châtié l'Allemagne, hein, effectivement, il y a des terres qui étaient germaniques depuis des siècles, qui aujourd'hui sont slavisées. Bah oui, parce que Königsberg, c'était germanique depuis 1300 ans. Non, mais ça, c'est sûr que c'est... nous, on est habitués à ce que ce ne soit plus allemand, mais c'est vrai que c'est un bouleversement européen à bien des égards. Le recul du germanisme comme ça, sur l'odeur... Bon, moi, je me fais allez, parce que derrière ligne droite, mais regarde, je me fais justement l'avocat du diable pour ces Allemands, mais quand ils sortent d'une Seconde Guerre mondiale, on leur impose, comme tu dis, un traité, mais alors là, c'est... Bon, l'humiliation totale. Vous payez des traités de guerre, machin, vous coupez votre pays, parce qu'on leur coupe quand même des territoires. Tout à fait, alors, historiquement, c'est vrai qu'il y a des territoires qui sont pas germaniques au sens propre du terme. Ça, c'est autre chose. Mais on les avait appelés aussi pour venir coloniser ce territoire. Il y a ça aussi. Parce qu'on sait qu'historiquement, toutes les communautés allemandes, souvent, elles ont été appelées, elles n'ont pas envahi. Les chevaliers teutoniques. Ah non, mais je te dis pas, c'est... Oui, non, bien sûr, non, je prends le truc de l'histoire, mais sinon, c'est tout à fait vrai. C'était pas des terres, il y a des terres qui n'étaient pas germaniques de fait, mais les germaniques, à l'époque, les Saxons les avaient appelés pour coloniser, etc., enfin pour développer. Et puis, mais après, quand même, l'histoire de la Première Guerre mondiale, un pays coupé en deux avec une demi-moitié là, puis un petit bout par là, puis... C'était quand même pas... Non, ça c'est sincèrement, je vais te dire... Tu n'aimes pas la comparaison de Renoir, je sais pas si tu la connais, qui disait c'est comme si on avait infligé à la France, pour donner, on va dire, un port à la Suisse, de couper la France en deux avec un couloir. Elle est intellectuellement honnête, parce que là, t'aurais vraiment fait un truc gigantesque, tu vois, pour donner un truc à la Suisse. Alors que là, c'est un tout petit... Le couloir d'Antique, c'est un tout petit truc, et tu sais, la France n'a pas toujours eu ses frontières d'aujourd'hui, et nous, il est arrivé qu'on avait des petits morceaux de France isolés dans le monde germanique. Sous Louis XIV, c'était encore comme ça. On avait des petits morceaux d'Alsace, mais on n'avait pas toute l'Alsace, si tu veux. Donc, sincèrement, je vois pas vraiment. Regarde la Russie d'aujourd'hui. Kaliningrad, c'est russe. Est-ce que ça pose un problème à qui que ce soit? Non. Donc, considérer que le fait qu'un pays soit découpé en plusieurs morceaux comme ça, soit systématiquement. C'est traumatisant quand même. Je sais pas. Les Allemands ont l'habitude de ça. Tu sais que l'Empire allemand était atomisé pendant des siècles. Sincèrement, bien sûr, c'est pas agréable. On préfère avoir des frontières les plus grandes possibles, mais bon, moi, sincèrement, ça me... Considérer que c'était un motif légitime pour mettre l'Europe à feu et à sang, excusez-moi... non, mais il y a eu 14 millions de déplacés quand même. Ah non, mais ça, c'était après. Les 14 millions, c'est en 45, hein. Ouais. C'est sous la poussée russe. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. C'est une gifle, je trouve, 14 millions. Ouais, mais écoute, j'ai envie de te dire, fallait pas foutre la merde. Hein. Parce que tu sais que les Einsatzgruppen faisaient pas de cadeaux. Hein. Ils faisaient pas de cadeaux. Donc ça n'excuse pas les viols et les crimes contre les populations civiles commises par l'armée rouge. Ouais. Mais les mecs, si vous n'avez pas appuyé sur le bouton pour commencer cette guerre contre le front russe, bon, moi en tant que Français, je suis content qu'elle ait lieu cette guerre, puisque ça a permis de nous libérer malgré tout, puisque plus de 80% des troupes allemandes étaient sur le front c'est de plutôt la Russie qui gagne la guerre contre l'Allemagne que les États-Unis. Ah bah à 100%. À 100%. Voilà, parce que ça aussi, c'est un autre aspect souvent de cette histoire où aujourd'hui on retient que les États-Unis, mais historiquement tout le monde dit mais non, c'est la Russie qui défait l'armée allemande, c'est pas l'armée américaine. Les Anglais ont le mérite de tenir, mais les Anglais n'ont jamais, ni de près ni de loin, ne pouvaient faire fléchir l'axe. Évidemment, c'est les Russes qui ont été héroïques d'un point de vue humain. C'est incroyable. Il y a près de 25 millions de morts, hein, quand même. Hein. Et la moitié de morts civiles. Hein, faut pas l'oublier, ça, quand même. Donc, je ne dis pas que ce qui est arrivé aux Allemands, c'est bien fait pour leur gueule, mais c'est quand même eux qui sont à l'origine de ça, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. Et ces millions de morts civiles, ils sont pas tous morts de froid et de faim. Hein. Oui, parce que est-ce qu'on peut dire aussi justement, alors, voilà, une dernière question au niveau de l'occupation. Est-ce que il est juste de penser que l'occupation côté ouest a été plus douce bien sûr. que côté est? C'est-à-dire que les Allemands, entre guillemets, ils étaient bien plus méchants avec les Polonais et les Ukrainiens qu'avec les Français et les Hollandais. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents pour deux raisons. La première, c'est que du côté français, on avait le gouvernement, et puis aussi on était si tu veux, sur l'échelle raciale des nazis, on était moins bas que les Slaves, en fait. Voilà. Donc on se faisait un peu moins emmerder. Et puis tu vois, en France, tu as eu l'équivalent des Einsatzgruppen, par exemple. Tu vois. Donc, oui, bien sûr, ça n'a aucun rapport. Tu sais que ce qui s'est passé en Europe de l'Est est abominable. Abominable, oui, parce que là-bas, évidemment, il y aura des massacres bien plus que chez nous. Et puis surtout, le ravitaillement n'était pas assuré. Donc il y a eu beaucoup de morts de famine, tout simplement, si tu veux. De faim, de froid, parce que justement, il n'y a pas de gouvernement. Les Allemands, bon, je dis pas qu'ils foutaient rien, mais c'était pas leur priorité, quoi. C'était pas leur priorité.
Donc, je te parlais de l'importance du ravitaillement tout à l'heure, et là on la sent. Hein. Et voilà, puis après cette considération, évidemment, un peu plus de respect, on va dire, pour les peuples de l'Ouest que de l'Est. Bien sûr, ouais, bien sûr. Donc ça va s'en ressentir. Bon, bah écoute, on arrive à la fin, on a fait une grosse partie, justement. Bah donc merci, ça compense. Je remercie 1000 fois Meta TV de m'avoir permis de faire découvrir ces quelques personnages. Eh ben, pas de souci. Écoute, Adrien, merci à toi. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci à la régie, merci au modérateur, merci évidemment à tous ceux connectés. Voilà, vous étiez encore nombreux parce que ce sujet intéresse beaucoup. Alors là, ça va débattre. Ah bon, on reviendra encore une fois. On me parle, il n'y a pas de souci, on me parle tout souvent de toi et de ce que tu as provoqué parce que finalement, et c'est vrai que c'est ça que j'ai suscité des vocations. Hein. C'est exactement ça que je veux dire en conclusion, c'est parce que le fait, si tu veux, d'avoir un peu ouvert ces dossiers sur la table, c'est des choses que, aussi par tabou, on n'ose pas ouvrir. Parce que c'est tu vois que poser la question à quelqu'un, oui, mais Pétain, finalement, tu passes rien que poser la question, tu es déjà suspect. Tu sais, ma petite mamie du Limousin me disait que j'étais un grand dadais, tu vois. Et effectivement, j'ai mon petit côté grand dadais. Ce qui me fait marrer avec cette affaire Pétain, c'est que tu vois, je l'ai lancé, quand je le sors ça sort de nulle part, quoi. Vraiment, ça tombe de nulle part, le système s'y attendait pas. Et ça me fait marrer, quoi. Ça me fait marrer. Déjà, c'est passionnant, on découvre des Français formidables, on lit des bouquins géniaux, et voilà, ça fait du bien, ça rafraîchit, ça refrancise, et Dieu sait si on a besoin d'être refrancisé. Refrancisé, ouais, d'aller puiser dans notre histoire un peu. Il faut nous dérépublicaniser le cerveau, nous délumériser le cerveau, et il faut nous refranciser, quoi. Le salut de la France passe par la refrancisation de notre anthropologie. Et je reviendrai pour en parler de ça. D'accord, bah pas de souci. Quand tu veux, ça nous fera plaisir. En plus, comme ça, on pourra parler actualité et tout. Ça marche. Et bah écoutez, nous on se rejoint normalement lundi, si tout va bien. Enfin, on verra. En tout cas, on vous fait plein de bisous parce que vous savez, une émission sur la France. Vous écoutez ce message, c'est forcément que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.